Bonjour à tous, salut à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'entrepreneur épisode 2. Raph est évidemment toujours là avec nous. Comment ça va, Raph? Bah écoute, ça va super et toi alors? Pas trop froid à Boston? Ouais, je me caille, mais je suis super content d'être avec vous ici. Et je dis nous parce qu'aujourd'hui, on a l'immense chance d'avoir Sébastien Caron, entre autres le fondateur de Mapster, cette app que vous connaissez tous certainement. Et puis alors, je dis entre autres parce que vous allez voir que Sébastien, il a plein de choses à nous raconter. Alors, comme d'habitude, installez-vous bien, on va passer un bon moment ensemble et apprendre plein de choses. L'épisode 2 avec Sébastien Caron, c'est juste après le jingle. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Et Raphaël. moi, c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Et allez, c'est parti, c'est La Voix de l'entrepreneur, l'épisode 2. Alors, avant toute chose, on est un podcast, on est jeune, mais allez aussi nous voir sur Instagram, sur LinkedIn. On propose plein de choses hyper sympas, rejoignez-nous. Et puis aujourd'hui, on est avec Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Gab, salut Raph. Écoute, ça va très très bien. Bah écoute, on Salut. est hyper heureux de t'avoir dans cet épisode 2 de La Voix de l'entrepreneur. Alors, tu vas nous partager et partager évidemment à nos auditeurs tout ou presque tous tes secrets d'entrepreneur. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais voilà, te présenter un peu à nos auditeurs et puis voilà, nous donner un aperçu des différentes étapes de ta vie professionnelle? Ah ouais, tu vas cash, en conversation. C'est super vaste. Me présenter, alors bon, déjà me présenter, c'est quand même super dur, hein, mais donc on va dire, voilà, je m'appelle Sébastien. J'ai eu le bonheur de fonder cette app qui s'appelle Mapster. Voilà, pourquoi? Parce que moi j'adore la nouveauté, j'adore sortir, j'adore découvrir des nouveaux lieux, que ce soit des restos, des hôtels, des musées, et j'adore aller voir un peu ce qui se passe partout. Et je trouvais pas ce qui m'allait et ça n'existait pas et je trouvais pas de bonne manière de gérer ça, donc j'ai juste créé l'appli dont moi j'avais besoin. Et derrière, la suite s'est déroulée de façon assez lunaire et assez géniale. Donc voilà. Et alors, Et que juste, te dire? je préviens d'abord nos Vas-y. auditeurs et je vous le dis, spoiler alerte, je prends le pari qu'à la fin de cet épisode, vous aurez tous Mapster sur votre téléphone. Ah, Vous ça allez c'est voir. sûr. Ouais, c'est sûr. Seb, il va nous en J'espère, parler et vous allez voir j'espère. à quel point c'est génial. Et puis, ça va certainement changer pas mal de choses dans votre vie, je suis sûr. Eh ben écoute, je te laisse diriger, vas-y. Ah bah, c'est génial. Vraiment, on est super content de t'avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, évidemment. Et puis, Avec plaisir. alors, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais juste partager une petite anecdote qui nous a bien fait rire avec Raph. Parce que, voilà, quand on a commencé à faire ce podcast avec toi, quand on t'a contacté pour la première fois, on a un peu échangé. Et puis ensuite, on a dit à Seb, on lui a dit, voilà, on va t'envoyer un document avec voilà, les quelques points clés du podcast, les discussions qu'on allait avoir, et cetera. Et puis Seb, il nous a tout de suite dit: «Non, non, non, les gars, je veux rien savoir, il y a rien de tabou, rien d'interdit, on fonce avec tout ce que vous voulez». Et puis, Ouais, c'est grave. vrai Seb? Ah ouais, mais complètement, moi je déteste. Tu vois, il y a rien de pire qu'une interview un peu préparée et tout. Tu perds la spontanéité, tu perds le truc et une réponse, elle est jamais aussi, authentique que quand elle est live, tu vois? Et si tu as une question à me poser, tu vois, j'ai rien à partager, à cacher. Mon parcours entrepreneurial, d'une certaine manière, il est connu, il y a rien de secret et donc si tu as une question qui te vient, je te réponds avec grand plaisir, et je veux te répondre, tu vois, en vrai, sans me dire: «Attends, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que je brille». Non, c'est pas le sujet, quoi. Non, c'est génial. Bah, on a trouvé ça génial avec Raph et voilà et ça vous montre aussi à vous, chers auditeurs, à quel point cet épisode va être enrichissant. On parlera de tout, hein. Là, il y a pas de tabou, on ira jusqu'au bout. Donc pendant les prochaines minutes, on va discuter, avec Raph, avec Seb, voilà on va parler de tes expériences en tant qu'entrepreneur. On va Yes. aussi parler de ta rencontre avec une certaine Sheryl Sandberg, qui est, l'ex-CEO de Meta. Je suis sûr que ça intéresse plein de gens et puis évidemment la création de Mapster et du Covid et vous allez voir que ça a Oui. une certaine importance et puis, plein d'autres choses, toujours dans le but, voilà, de découvrir, d'apprendre, de s'inspirer et de passer un bon moment. Alors, on Eh commence ben, avec parfait. notre Top première programme. question et on va mettre les pieds Vas-y. dans le plat. Est-ce que, c'est quoi pour toi ta définition de l'entrepreneuriat? Et puis ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur?
Mmh, j'ai envie de te dire que je suis mal placé pour te répondre parce que je suis pas du tout sûr d'être l'entrepreneur classique. Mais donc pour moi, la définition de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est le côté, tu prends le problème à bras le corps et tu te démerdes pour le résoudre. C'est ça un entrepreneur. C'est un mec qui baisse pas les bras, c'est un mec qui se prend toutes les galères dans la gueule, mais qui fonce parce qu'il a un but à réaliser, il a un service à rendre, il a une utilité à faire. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneur. Alors tout de suite, tu vois, je me mets dans une catégorie d'entrepreneurs assez particulière, parce que la définition que je te donne, il n'y a pas l'argent dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai un vrai prisme et un vrai biais qui est que je ne me reconnais pas dans les entrepreneurs qui font un projet pour gagner de l'argent. Que tu gagnes de l'argent avec ton projet parce qu'il est utile, je trouve ça super cool, et bien sûr, et ça fait partie du jeu. Et si on fait ça, c'est aussi, tu vois, pour faire, pour évidemment avoir des bons revenus. Mais pour moi, le bon revenu, il est derrière pour créer autre chose, et pour faire un autre truc. Et c'est pas une fin en soi. Donc de temps en temps, je rencontre des entrepreneurs dont le seul objectif, c'est monétiser, faire des KPIs pour pouvoir gagner plus de thunes. Ouais, je suis pas là-dedans. Et pour Ouais. moi, un entrepreneur, c'est un mec qui veut réaliser des choses. C'est un inventeur qui veut résoudre un problème et Alors, qui s'accroche pour le faire. je crois que là, on est dans le mille. C'est exactement ce qu'on a vu quand on a bossé un peu sur cet épisode. Bon alors avant Mapster et avant tout ça, tu es quand même passé, par différentes étapes. Yes. Et puis ta 1re expérience un peu, c'est chez Accuracy, c'est ça en Ouais. 2004, hein? Ouais. Et alors là, on va voir, c'est assez marrant parce que tu rentres du coup en étant, junior, tu es Bah, en plutôt étant jeune. même le premier salarié de la boîte. Ouais. Ouais. Donc tout junior. Prem prem J'avais jamais fait de finance avant de les rejoindre. Ouais, Et ça fait, et ça fait quoi du coup d'être chez Accuracy qu'avec des profils seniors? Quand tu te retrouves du coup le premier junior, ça fait quoi? Comment est-ce qu'on te regarde? Enfin, comment ça se passe en Ah fait? non, c'était génial, tu vois. Moi, j'ai rejoint. En fait, en plus, j'ai même pas vraiment choisi, tu vois, la boîte pour le métier parce que j'y connaissais rien. Et j'ai juste choisi la boîte parce que les 7 mecs, je les trouvais géniaux. Ils avaient des valeurs humaines absolument extraordinaires et ils avaient envie de créer ce truc un peu à l'envers. C'est les cabinets de conseil classiques, c'est une espèce de pyramide avec t'as quelques associés en haut, Ouais. et après t'as des managers un peu plus nombreux, puis après t'as une espèce d'armée de juniors, voire de stagiaires, du coup, qui font tout le taf pendant que. Accuracy, c'est une boîte de conseil, hein, c'est ça? On l'a pas dit avant, Ouais, mais c'est une boîte de conseil, ouais, tu raison. C'est une boîte de conseil en finance d'entreprise, en corporate finance. OK. Et en fait, eux, ils avaient décidé de faire le truc complètement inverse en disant les associés, c'est ceux qui ont une énorme expérience, tu vois, c'est les mecs qui sont depuis 15 ans sur le terrain. Euh, donc, ils ont une énorme valeur ajoutée à mettre sur les dossiers. Donc, il faut que ça soit eux qui bossent. Et finalement, les juniors, ils sont là pour les aider dans l'émission, et ils sont là pour apprendre, tu vois, à être de futurs associés. Et donc, vraiment une logique complètement différente où il fallait qu'il y ait le même nombre de juniors que d'associés, grosso modo, quoi. Et donc, moi, j'étais le tout premier. Et ce qui était ouf, c'est que c'était une aventure entrepreneuriale. Et je caricature à peine, mais tu vois, il y avait peut-être 1 heure par jour, on était en train de monter des meubles Ikea. Au début, il Ouais, n'est t'étais pas en train de faire de la finance, tu vois. vraiment le tout premier quoi. Ah, le tout premier. Et du coup, c'était au-delà d'un cabinet de conseil, c'était une première aventure entrepreneuriale. Donc ils ont vu que tu étais nul en finance, du coup, ils t'ont fait faire les meubles IKEA, quoi, c'est ça, en gros? Exactement. Non, non, le pire, c'est que même les associés, tu vois, on était tous à genoux par terre en train de monter nos lampes, nos bureaux. Enfin, tu vois, c'était trop drôle, quoi. C'était génial. Mais toi, du coup, t'avais un background de finance ou c'était pas ça en termes de parcours académique? Ah non, non, moi j'avais pas du tout. Moi j'avais fait Polytechnique et un petit passage à HEC, mais j'avais un parcours plutôt pur ingé. J'avais découvert un tout petit peu la compta à HEC parce que j'avais fait le programme entrepreneur d'HEC. Mais du coup, tu vois, j'avais fait un petit stage en audit rapidos avant, mais c'était juste histoire de découvrir la compta parce que je me disais, bon, quand même, ça serait pas mal de découvrir la compta avant de monter une boîte. Mais tu vois, j'y connaissais rien en finance, en valo, en options, enfin en instruments de capitaux, enfin tous ces trucs-là, j'y connaissais rien du tout. Donc c'est vraiment eux qui m'ont formé et ils m'ont pris plus, mais parce que c'est comme ça aussi qu'ils recrutaient, c'est qu'ils m'ont pris pour le profil, tu vois, pour la capacité d'apprendre, pour le côté humain, pour pas mal de critères autres que les compétences, parce que c'est pareil, quand tu fais du recrutement, les compétences, c'est le truc que tu apprends le plus facilement, tu vois, à tes équipes, en tout cas pour les juniors. Alors que bah, ton comportement, ton envie, ton peps, bah, va apprendre ça à quelqu'un, c'est balèze, quoi. Ouais, c'est assez naturel, quoi, ça vient de soi-même. Ouais, exactement. Mais attends, du coup, c'est toi qui as décroché le poste chez Accuracy ou c'est eux qui sont venus te chercher ou comment ça s'est passé au Un départ? pur hasard, en fait, il y avait un des associés qui avait fait Polytechnique aussi, que ma sœur connaissait,
Elle avait entendu parler qu'ils étaient en train de monter cette boîte. Et je sais plus quand, à un moment donné, au détour d'un dîner, elle me dit: «Mais tiens, tu sais pas qu'ils sont aussi en train de monter cette boîte, Christophe, il a fait la même école que toi. Passe-lui un coup de fil, si ça se trouve, vous allez pouvoir faire un truc ensemble.» Et du coup, on s'est rencontrés avec Christophe. J'ai adoré le mec, tu vois, le projet, il me paraissait super intéressant. Lui, il était en train de me dire: «Bah écoute, on cherche notre tout premier, tu vois, salarié. Viens, je te fais rencontrer l'équipe.» Il y a eu un match et ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment le petit hasard de la vie qui fait que je les ai rencontrés pile poil au bon moment sans vraiment chercher. Enfin, je cherchais quand même un job, tu vois, mais je cherchais pas en finance particulièrement ni rien. Et ça s'est vraiment fait comme ça, quoi. Mais c'est super intéressant du coup ce que tu dis là de enfin ça veut dire que tu es sorti de l'école, tu as directement cherché un job. Comment ça se fait que tu as pas eu cette envie de tout de suite Non, alors, entreprendre ou je suis passé quand même par une toute petite boîte avant qui a été pourrissime, donc on n'en parle même pas. Ça a été un premier job, ça a été vraiment une merde. Non, en fait, j'allais dire le défaut de la formation HEC Entrepreneur à l'époque, c'est elle te donnait peut-être des rêves un peu trop grands sans qu'on se sente prêt à les réaliser. À l'époque, alors c'était en quelle Et année? moi, je suis sorti d'HEC, tu vois, en 2004, un truc comme ça, 2003 ou 2004. Et, euh, et en fait, ouais, je me disais, ok, j'ai envie de monter une boîte, mais j'ai pas envie de monter une petite PME. J'ai envie de monter un gros truc qui a de l'impact. Mais tu vois, je me sentais pas humainement prêt à le faire. Je pensais pas avoir les épaules pour le faire. Et donc, je me disais, il faut encore que je continue à me former. Donc, il faut que j'aille dans un taf qui me permettra de me former avant de monter la mienne, quoi. Et j'étais pas encore sûr à 100% tu vois, j'avais pas de projet particulier, j'avais pas tout ça. Donc je pense que je me sentais pas les épaules, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que. Mais c'est vrai que dans notre promo, à l'époque, il y en avait quand même assez peu qui créaient une boîte en sortie d'école, quoi. Ok, donc en fait, t'as toujours eu cette âme un peu d'entrepreneur, mais tu Ouais, sentais que tu avais besoin d'avoir les outils pour pouvoir construire quelque chose de solide plus tard, quoi. complètement. ouais. Ouais, c'est super intéressant parce que comparé à notre premier invité Jérémy, du coup qui nous disait lui une fois qu'il a fini ses études, directement il a voulu entreprendre. Donc Ouais. c'est vrai qu'on voit à chaque fois qu'on parle à des entrepreneurs, il y a toujours enfin il y a deux profils Mieux. différents, ouais, c'est ça. C'est où tu entreprends direct, ou tu as envie de te former encore un peu et après entreprendre. Ouais, alors moi maintenant, je conseille complètement d'entreprendre direct, tu vois. Et si c'était à faire, moi j'entreprendrais direct. Mais c'est quand même la meilleure des écoles. Et il y a rien qui te prépare, tu vois, à l'entrepreneuriat. Donc pour moi, il faut y aller le plus tôt possible. Et en plus, plus tu vas tôt, moins tu as de schémas en tête qui pourraient potentiellement te gêner dans l'entrepreneuriat. Parce que plus tu penses savoir comment ça fonctionne, finalement, moins tu prends de risques, tu vois, et moins tu vas déconstruire les trucs. Or, l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. C'est prendre des risques, déconstruire les choses et puis y aller, quoi. Ouais, bien sûr. J'espère qu'ils font du bon café chez Accuracy quand même. Alors, à l'époque, non. Mais j'étais un peu moins taré sur le café à ce moment-là aussi. Ouais, parce qu'il faut Je le me suis dire, hein, assez Seb, c'est un grand fan de café, mais alors pas le café Nespresso classique, hein. ouais, non. Bah, d'ailleurs, je sais pas si Ouais, on c'est voit ça, sur l'image, mais faut qu'on raconte que avant qu'on enregistre l'épisode, quand on a fait le call ensemble, le premier truc que tu nous as montré, c'est ta petite box là avec tout ton matos de café. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais. ouais, bah, et là, j'ai la machine à espresso derrière, tu vois, mais Ah, qui est assez super particulière. Ah ouais. Assez Mais particulière, alors, mais pour vous raconter, c'est une vraie machine espresso, hein. C'est pas la machine espresso, on appuie sur le bouton. Là, c'est vraiment. ah non, non. Ah bah, celle-là, c'est une manuelle, donc c'est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle les machines à levier. Mais ouais, non, tu me feras pas boire un espresso qui n'est pas du café pour moi. Bah, voilà, le message est passé, chers auditeurs. Si vous proposez un jour un café à Seb, ne lui proposez pas le café de la machine espresso de la maison. Ouais, non, non, ça ira. ouais, super. Ok, donc juste pour en revenir du coup à Curacy, donc tu rentres à Curacy après tes études, donc tu es le premier employé. Ouais, Évidemment, tu montes des meubles Ikea. ouais. Et du coup, ça se passe comment en fait? Enfin, c'est quoi les premières responsabilités que tu reçois? Est-ce que tu commences toi personnellement à recruter des gens? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, en fait, si tu veux, évidemment, j'apprenais le métier, c'était le premier truc, hein, d'apprendre le métier, me former aux missions, réaliser les missions. Mais très vite, il fallait qu'on recrute. Pour recruter, bah, envoyer les jeunes recrues dans les écoles dont ils venaient pour pouvoir continuer à recruter, c'était quand même le truc le plus classique. Donc effectivement, les tout premiers, on sortait tous de HEC, ESCP, etc. Donc du coup, on allait dans les forums HEC, ESCP et on allait recruter. Et donc, du coup, naturellement, on s'est retrouvé assez vite, tu vois, à devoir faire passer les entretiens. On avait en plus des ambitions de croissance assez rapides. Et il s'avère que j'étais assez bon en recrutement. J'avais un bon, j'allais dire, un bon instinct, tu vois,
pour détecter ceux qui avaient un vrai bon esprit d'équipe et qui allaient fitter dans cette structure. C'est pour Et ça en d'ailleurs que plus, tu as il y avait ce choisi la truc voie de qui m'a l'entrepreneur. Tu as, un bon instinct et tu le sentais bien, quoi. exactement, grave, grave, très bien joué. Et non, et le truc aussi que moi j'ai développé assez vite, si tu veux, c'est qu'on était quand même très fiers de cette boîte qu'on montait ensemble avec un univers extrêmement particulier, une ambiance particulière, ce côté très joueur qu'on avait, très convivial. Et du coup, je me suis dit très vite que c'était quand même offrir un beau cadeau à quelqu'un que de le recruter chez nous, et que du coup, ça se méritait grave. Et qu'on voulait pas quelqu'un qui allait pourrir l'esprit d'équipe parce que c'était un mec qui avait les dents qui rayaient le plancher, parce qu'il allait jouer solo, parce que et donc assez naturellement, je me suis retrouvé moi à être un peu le plus sévère, tu vois, en recrutement. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu pris ça sous mon aile et enfin sous mon management, on va dire. Et je me suis retrouvé un peu à la tête du recrutement. Enfin, pas à la tête, mais en tout cas pas mal en charge du recrutement chez Accuracy. Au bout de combien de Et temps? du coup, oh, je me souviens même plus, mais ça a été rapide, hein. Non, non, Ah ça a ouais, été très d'accord. rapide. Et après, tu vois, au bout de quelques années, moi, je faisais passer peut-être plus de 100 entretiens par an à des candidats. Et du coup, en même temps, bah, je bossais aussi sur la manière de recruter. Donc, du coup, sur tous les goodies, le site internet, le truc carrière. Et en parallèle de ça, comme moi, j'avais ce côté déjà un peu geek, tu vois, et je touchais un peu au code et ce genre de trucs-là. Bah, du coup, naturellement, j'étais aussi un peu le levier un peu IT, donc le relais IT pour parler aux équipes IT. Donc, du coup, tout ce qui était effectivement le côté marketing avec le site web Co, bah, du coup, je bossais dessus. Et avec cette casquette un peu ingé, je me suis retrouvé assez rapidement aussi à créer des nouveaux produits, tu vois, à réfléchir à, OK, comment on lance des nouveaux services. Donc, notamment, on avait des services d'évaluation d'options qui étaient un peu complexes. Personne ne savait faire ça dans l'équipe, donc ça m'est un peu tombé dessus. Et donc les deux Donc, polytechniciens de tu service, on s'est retrouvés à développer ça. pour construire des meubles IKEA et puis tu finis à toucher à peu près à tout dans la boîte, quoi, en gros. Ah, mais complètement, mais c'est ça qui était génial, si tu veux. Mmh. C'était vraiment ce côté entrepreneur où tu touches à tout. Et j'ai tendance à dire, j'exagère sûrement, mais qu'il y avait quasiment un gros tiers, voire la moitié de mon temps, qui n'était pas lié au métier, mais qui était lié à comment on le fait, comment on gère entre le recrutement, le marketing, etc. Et ça, c'était ouf, si tu veux. Donc moi, j'ai adoré ça. Ouais, donc en fait, tu pas juste un salarié au final, donc ça veut dire que enfin, ce côté entrepreneuriat, sans le vouloir évidemment, mais il existait déjà en fait. Enfin, tu Ah, complètement, ouais, ouais. pas de Moi, je part, l'ai mais vécu. enfin, tu faisais des choses, quoi. Ouais. Ouais, moi je l'ai vécu comme tel, si tu veux, comme une entreprise, comme si j'étais associé, comme si j'étais, tu vois, donc en mode entrepreneur. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'en suis parti à un moment, c'est que quand on est arrivé à 250 ou un truc comme ça Ah employés, ouais, quand même. bah, Ouais, il y donc avait c'était une belle réussite, naturellement quand même. super belle réussite. Non, ça a Mmh. été extraordinaire. J'ai passé 7 ans, c'était fantastique. Mais, mais au bout d'un moment, je trouvais que le côté entrepreneurial était beaucoup moins présent et que du coup, le côté métier pur était beaucoup plus là. Et moi, je me reconnaissais moins et je m'épanouissais moins dans tu vois, dans juste ce métier-là. Et il y avait toute une phase qui me manquait justement de construction, de main dans le cambouis, de bordel, de trucs dans lesquels moi j'aime bien et c'est là où je m'exprime. Ouais. Ouais, ouais, très bien. On va en revenir à cette partie-là de façon de comment elle s'est finie l'aventure chez Accuracy. Mais moi, j'aimerais savoir, juste avant, comme tu nous as dit, dès que tu es arrivé chez Accuracy, direct, tu as développé un peu ce talent, enfin, ou tu l'avais déjà. Enfin, tu arrivais à voir quels étaient plutôt les bons candidats, les candidats les plus appropriés. Moi, j'aimerais savoir, selon toi, tu penses que c'est quelque chose qui s'apprend ou enfin, c'est quelque chose qu'on a, en fait, tout pense simplement? Non, je pense que ça s'apprend complètement. Moi, j'ai pris ce parti-là, tu vois, mais j'aurais pu en prendre un autre, de le faire très sur l'intuitu personnel. Mais ça s'apprend. Et tu vois, typiquement, c'est un truc que j'ai pas su refaire au début avec ma propre boîte. Quand j'ai monté Mapster, parce que je me suis dit, tu vois, chez Accuracy, je me disais, on recevait je sais plus combien de milliers de CV par an, mais du coup, on avait un vrai luxe. Tu vois, il y avait une année où j'avais discuté avec des partenaires du BCG et les mecs me disaient qu'on recevait le même nombre de CV issus d'HEC, par exemple, que le BCG, quoi. C'était assez lunaire. Et donc, du coup, j'avais un tel luxe que je me permettais de dire à tous les gens qui faisaient passer les entretiens, si t'es pas capable d'aller passer 2 jours à l'hôtel avec lui et à boire des bières et à bouffer avec lui pendant 3 jours tous les soirs, parce que c'est ce qui va se passer quand tu pars en mission sur le terrain, bah du coup tu le recrutes pas, quoi. Et c'était un critère super fondamental et super fort. Et ça, je me disais, c'est parce qu'on a beaucoup de candidatures. Et quand j'ai voulu monter Mapster, naturellement, c'était pas connu. Donc à la base, personne voulait bosser avec moi. Et du coup, quand tu te recevais une, deux candidatures, bah, tu te dis, bon, le mec, il est bon, je le prends. Et l'intuitu personnel, Mmh.
hop, tu vois, tu le passes à la trappe, ce qui est une énorme erreur. Donc du coup, tu vois, même moi, j'ai dû le réapprendre. Et j'ai dû réapprendre à faire mon propre recrutement dans ma propre boîte avec des conditions différentes. Donc ouais, non, je pense que ça s'apprend. Mais ça Mais ce s'adapte qui en est sûr, fait. ça s'adapte, ouais. Ouais. Mais il y a quand même un feeling humain. Celui-là, je ne suis pas sûr que tu l'apprennes complètement, quoi. Ouais, donc en gros, si vous savez faire du café, boire des bières et faire du ski, normalement, ça passe avec Seb, c'est ça? Et encore, il faut pouvoir en parler. Il faut... Si en plus tu sais en parler, alors ouais, c'est bon, quoi. Ah bah, magnifique, on a toutes les clés. Ouais, ouais, donc tu es arrivé donc, après 7 ans chez Accuracy, tu arrivé, tu étais le premier, tu as monté des meubles IKEA, vous êtes monté à Ouais, 250 collaborateurs. ouais, J'imagine que du coup, toi, tu as dû monter, encore plus en grade. ouais. Voilà. Qu'est-ce qui fait que quand on a une position comme ça dans une grande entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on veut, enfin, si tu veux tout jeter, passer à autre chose, en fait, tout simplement? Justement parce qu'il y avait ce truc, j'étais un peu dans des rails, tu vois? Tous les ans, bon, bah, voilà, tu progresses, tu passes au grade du dessus et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais un peu en train de m'endormir, tu vois? Et puis être très challengé et les challenges que j'avais étaient pas des challenges qui me motivaient. Des challenges de bosser sur une mission plus grosse, de manager un peu plus de gens, c'était pas des trucs tu vois, qui me boostaient ou rentraient un peu plus dans le détail de telle ou telle mission et ouais, bon, tu vois, et même la partie commerciale, parce qu'au bout d'un moment, dans ces cabinets de conseil, quand tu prends du galon, c'est à toi de faire le commercial, tu vois, d'apporter tes clients et tout. Hem Et en fait, j'avais une certaine fatigue de parler finalement tout le temps avec les mêmes personnes. Parce que quand tu es dans ce genre de cabinet, tu parles que à des DAF, à des avocats, à des banquiers, à des directions de grands groupes et tout. Ce qui est bien, hein, c'est super cool. Mais je sais pas, moi, je sentais que j'étais plus vraiment à ma place, et qu'il y avait un truc qui me manquait en fait, tu vois? Et vraiment cette notion de je m'endormais et du coup, naturellement, je devenais aussi moins performant. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis juste dit: «Je peux plus continuer», d'autant que se rapprochait un peu la date fatidique qui est qu'au bout d'un moment, dans ce genre de cabinet, quand tu montes, tu postules pour devenir associé toi-même, et donc ça arrivait, on avait commencé à en parler avec les différents autres associés et en fait, je me voyais pas devenir associé dans la boîte, quoi, tu vois? Parce que, je me disais: «OK, ça veut dire que je repars pour, je sais pas, 10 ans», un truc comme ça, mais je suis déjà fatigué, mais déjà il y a des trucs qui me manquent. Est-ce que j'ai envie? Et tu vois? Et comme en plus du coup je me sentais plus performant, ouais, compliqué, quoi. Donc pour moi, il y avait un espèce de constat des 2 côtés où on se disait en fait juste, ouais, c'est pas ma voie, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut que je trouve ma propre voie. Et je suis pas parti en me disant, je vais monter Mapster, tu vois, parce que j'avais aucune idée de Mapster à ce moment-là. Je suis juste parti en me disant, cette voie-là, elle me convient pas, quoi. Et ça va, ils l'ont bien pris? Enfin, ils sont pas, Ah ouais, bien sûr, ça s'est fait complètement, ça s'est fait en super intelligence, tu vois, parce que de toute façon, moi, si j'y allais, si j'avais essayé de devenir partenaire, de devenir associé, sans avoir la motivation, tu vois, et le plan pour 10 ans de qu'est-ce que j'allais leur apporter, ça aurait pas marché non plus, j'aurais même pas pu passer associé. Donc ouais, ouais, non, c'était vraiment on en a vraiment parlé tous ensemble et c'était d'un commun accord, tu vois, on a dit: «OK, ça», on va dire pas constat d'échec, tu vois, mais constat bah, l'aventure pour moi, elle a déjà été supra longue et vu mon profil, effectivement, je pense qu'il faut qu'elle s'arrête là, Ouais, quoi. en quelle année du coup tu quittes Accuracy? Je crois que c'était mi-2012. OK, mi 2012. Donc tu quittes Accuracy avec une petite envie de découvrir ce que tu disais tout à l'heure aussi, de remettre un peu les mains dedans et de reprendre quelque chose à zéro, c'est ça? Ouais, complètement. Et donc, un matin, tu te réveilles, tu nous en parleras et tu as cette idée, qui est de Mapster. Donc parlons maintenant de Mapster. Bon déjà, voilà, on le dit pas parce que c'est toi, mais c'est vrai que, voilà, Raph et moi et je suis sûr qu'il y a plein d'autres auditeurs qui se joignent à nous, on adore cette app. Et je me répète encore, mais je prends le pari que nos auditeurs qui n'ont pas Mapster, l'auront sur leur téléphone après l'épisode. J'en suis mais sûr donc ce serait intéressant de savoir s'il y a un moyen de le justement de savoir, de voir s'il y a plus On essaiera d'inscriptions après cet épisode, ce serait ouf. voilà. Faut leur dire de télécharger Mapster, de l'installer et surtout de me suivre, tu vois? De suivre ma carte et comme ça, je pourrais mesurer combien il y a de gens qui m'ont suivi, sur l'épisode. exactement. Enfin, Vous savez ce que vous devez faire, à présent. Alors évidemment, qui de mieux que son propre fondateur pour nous parler de Mapster? Seb, est-ce que tu veux bien nous en parler? Et puis voilà, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore Mapster,
tu peux nous expliquer c'est quoi cette application jaune? En fait, plutôt que de te dire c'est quoi, je vais te dire pourquoi je l'ai fait. C'est beaucoup plus simple. Parce que Mapster, c'est pas un truc que j'ai cogité dans un coin en me disant je vais faire, tu vois, un business plan, je vais faire un business, etc. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Moi, j'étais en train de monter une première boîte qui n'avait rien à voir parce que justement, je l'avais faite de cette manière-là en disant ok, j'étudie des risques, un marché, machin, je trouve une opportunité et j'y vais. Euh, et Mapster, c'est juste que le besoin était viscéral pour moi. Et en fait, c'est que j'avais deux cas typiques. Le premier cas, c'était, j'adore tester des, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'adore tester des nouveaux lieux, notamment des nouveaux restos et tout. Et régulièrement, quand je me retrouvais dans Paris, dans un quartier, tu vois, où je vais un peu moins ou autre, et je me disais, mais tiens, j'aimerais bien là me faire un resto, vraiment en mode spontané, tu vois, tu te dis, bah tiens, tu te balades, je sais pas, tu te balades le samedi, tu te dis, tiens, je vais bouffer où? Et là, je me disais, mais pour toi, il y a 150 restos autour de moi, je sais pas lequel est le bien, pas bien, j'ai aucune confiance, moi, dans les avis sur TripAdvisor, Google Reviews et compagnie, parce que c'est que des avis d'anonymes. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais Google Maps, c'est mieux que TripAdvisor. Ouais, super. Mais ça reste des gens que je ne connais absolument pas, dont la moitié sont payés ou j'en sais rien. Si ça se trouve, il y en a, c'est de l'intelligence artificielle. Enfin bref, donc, on ne sait absolument pas qui écrit les articles. Et donc, pourquoi j'irais croire ce qu'il dit? Voilà. Et j'avais du coup ce truc chiant de dire, j'avais repéré sur Instagram ou dans un magazine ou n'importe quoi, tu vois, un resto où un pote m'avait dit, tiens, la semaine dernière, on a bouffé à tel endroit, sauf que je m'en souvenais jamais. Et de temps en temps, tu vois, je prenais en photo des magazines papier en me disant, ah tiens, celui-là, je vais m'en souvenir, mais évidemment, avant de retrouver la photo, tu n'y arrives pas. Et donc, il y avait juste cette espèce de frustration de jamais retrouver les adresses où je me disais, celle-là, j'ai envie de la tester. Et donc ça, c'était supra énervant. Je me disais, mais c'est juste dingue qu'il n'y ait pas un outil super facile juste pour enregistrer, tu vois, une espèce de to-do list d'adresses, quoi, le truc basique. Et le deuxième pan, c'était ce côté, tu pars en voyage, et moi, ça m'était arrivé, donc notamment, je partais à Venise pour la première fois, et j'avais fait le tour de mes potes en leur disant, est-ce que vous y êtes déjà allé? Il faut que j'aille où? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et chacun m'avait envoyé, il y en a qui m'avaient filé un post-it, il y en a qui m'avaient filé un mail, d'autres un Word. Enfin, chacun m'avait envoyé des espèces de brides d'informations, tu vois, avec juste des noms, en disant, tiens, je crois que ça s'appelait comme ça, ou tiens, il y avait un resto sur telle place. Voilà. Ouais. Et tu te retrouves avec ça, tu sais pas quoi en foutre, et c'est juste une horreur. Et à un moment donné, donc ce voyage à Venise notamment, je m'étais dit, je vais prendre un hôtel dans le coin qui me paraît central et tout. Arrivé à Venise, bon, bah, j'avais sorti une vieille carte papier, tu vois, que l'hôtel m'avait filé, le truc monstrueux. Et je te dis pas, c'était pas dans les années 80, hein, tu vois. Ouais. On parle de ça, on était déjà dans les années de 2015 quasiment. Et du coup, à l'hôtel, j'avais pris Google Maps sur mon téléphone, tu vois, et je regardais, je cherchais tant bien que mal les adresses fournies par mes potes que j'avais écrites dans un calepin, et je les mettais ensuite sur le plan pour les avoir toutes, parce que je pouvais pas sur Google Maps à l'époque afficher plusieurs lieux. Donc je me faisais mon truc à la mano, Ah et ouais, ouais. dans l'hôtel, je me dis, putain, mais en fait, j'ai pris un hôtel qui est pas du tout bien placé, l'enfer. Et donc, c'était cette espèce de frustration énorme qui m'a fait, moi, naître le besoin de Mapter. Donc j'ai cherché une appli qui me permettait d'enregistrer de façon ultra simple toutes les adresses où je voulais aller, ou les adresses dont je voulais me souvenir, hôtel, resto, même Toubib, ou j'en sais rien, ou les adresses de tes potes, tu vois, le truc con. Ça n'existait pas. Et ça n'existait pas. Et en plus, ce deuxième truc, tout de suite, de dire, je veux un moyen ultra simple de retrouver les adresses de mes potes. Tu vois, et que eux, ils puissent m'envoyer une liste d'adresses autrement que par un Word, juste avec un petit bouton de partage, ils m'envoient leur liste d'adresses et je me retrouve avec les adresses de mes potes. Donc, quand tu te balades à Paris, plutôt que d'aller regarder des avis anonymes sur TripAdvisor, bah, tu vas regarder les avis de tel pote, ou pourquoi pas de tel magazine. Tu vois, et c'est comme ça que je l'ai imaginé tout de suite. Et en fait, à force d'en avoir envie, je me rendais pas compte, mais moi j'en parlais tout le temps à mes potes. Mais tu vois, en mode au repas, tu es en train de bouffer, tu dis putain, franchement les gars, mais comment vous faites? Est-ce que vous n'avez pas une appli comme ça? Et au bout d'un moment, c'est eux qui m'ont dit, mais Seb, tu nous parles tout le temps de ce truc-là, tu t'en rends pas compte, mais juste à un moment, fais-le parce qu'on en a tous besoin. OK. Et donc c'était vraiment, tu vois, j'ai presque attendu le plus de temps possible pour le faire. Et j'ai fini par craquer en me disant non, mais c'est juste pas possible que ça Ouais. n'existe pas. Tu t'es rendu compte C'est autour de toi lunaire. que, il fallait que ça sorte, quoi. Ça servirait à beaucoup de monde, genre. Alors, ça, je ne l'ai pas vu tout de suite. Au départ, je l'ai vraiment fait pour moi et mes potes, en me disant, bon, bah, de toute façon, si mes potes, ils en ont besoin, il doit bien y avoir d'autres gens qui en ont besoin. Mais je me suis pas dit, il y a beaucoup de gens. Et moi, dans ma tête, je me disais, tu vois, c'est une appli, je connaissais rien, j'avais jamais fait d'appli. Et donc, je me disais, toi, une appli, c'est une carte avec des points.
je sais pas, tu mets 3 mois pour mettre une carte avec des points dans une appli, tu la fous sur le store, on n'en parle plus, quoi. Et je pensais vraiment que c'était un job de 3 mois. Et je pensais pas être là, tu vois, 8 ans après. Donc rien à voir. Mais donc et c'est juste quand on a lancé la toute première version, où là on s'est dit: «Ah non, mais en fait c'est pas que moi et mes potes, c'est qu'apparemment ça a l'air de plaire à beaucoup de monde». Tu vois? Mais même au tout début quand on commençait à coder le truc, moi j'avais ce truc parce que j'ai toujours aimé bosser depuis les bars, depuis les cafés, depuis les restos. Bah, j'allais être dans un café avec mes petits dessins, je montrais aux gens à la table d'à côté, je leur dis: «Eh, je peux vous déranger 2 minutes? J'ai ça comme envie, j'ai envie de faire ça ressemblerait à ça, comment vous réalisez?» Et les gens étaient mais ultra enthousiastes. Ah ouais. Donc du coup, au moment, tu te dis: «Bah, ouais, non, a priori, il y a vraiment un truc qui se passe, OK, il faut vraiment que je le fasse, quoi». Puis ça te motive à fond là, à ce moment-là, tu dis, «OK, à la base, je voulais le faire pour moi et mes potes, mais si ça intéresse du monde, bah, attends, je vais donner 200 que de dans cette application, quoi». Carrément, et ça a été crescendo comme ça, tu vois? Ah ouais. Et donc c'est ça qui était assez lunaire, et tu te rends compte qu'en fait, ce besoin, j'allais dire assez primaire, d'enregistrer tous les lieux qu'on repère parce qu'on a tous envie d'aller dans des lieux, tu vois? Bah, il est normal, et moi je prends toujours cet exemple-là, mais tu as pas un seul des événements de ta vie ou de tes souvenirs qui est pas lié à un lieu. Ouais, bien sûr. Tous tes souvenirs, ils sont quelque part, tu vois? Ouais, ça. Et pourtant, dans nos téléphones, on a une appli pour mettre toutes nos photos, on a une appli pour mettre tous nos rendez-vous, on a une appli pour mettre tous nos numéros de téléphone. Les notes Tu et as tout, pas ouais. une appli pour mettre les adresses. C'est quand même lunaire de pas avoir d'appli pour mettre les adresses. Et donc pour moi, c'était vraiment le truc manquant absolu de dire, et tu vois? Les gens aujourd'hui, ils utilisent Mapster beaucoup pour les restos, les hôtels, les cafés, et cetera. Mais moi, par exemple, il y a un truc que je fais tout le temps, et à chaque fois que les gens me voient faire, ils hallucinent, ils me disent: «Putain, mais c'est trop bien». C'est que moi, je mets les adresses de mes potes. Alors je les mets en privé parce que dans Mapster, tu as tout le contrôle de ta vie privée, donc tu peux dire: «Ce lieu-là, moi, je veux pas que mes followers accèdent à ces lieux-là», parce que c'est les adresses de mes potes, donc c'est privé. Mais du coup, j'enregistre les adresses de mes potes et je mets le code porte, tu vois, toutes les instructions, je mets les tâches et tout. Et donc quand je suis devant chez eux, plutôt que de leur envoyer pour la 20e fois le petit SMS en Mmh. disant: «Ah putain les gars, c'est quoi ton code? J'ai encore oublié». Bah, en fait, moi, j'ouvre Mapster, comme je suis géolocalisé, automatiquement, il m'ouvre directement sur la fiche de mon pote. J'ai le code porte, bon, bah, voilà, je rentre, et c'est juste trop pratique, en fait. C'est incroyable parce que je peux même pas compter le nombre de fois où ça m'arrivait d'être en bas d'un immeuble, appeler mon ami, lui dire: «Ouvre-moi la porte», il me répond pas et je me retrouve comme un Et comme je un suis le débile en bas. et je peux témoigner, hein, et je peux témoigner. Ah ouais, mais ouais, mais ça m'est arrivé aussi, c'est trop hallucinant, c'est insupportable. Et là, en fait, comme c'est géolocalisé, tu sais où le trouver, enfin, tu vois, c'est super Donc cool, alors, quoi. à ce moment-là, tu commences Mapster, donc tu es seul, tu es avec des copains qui t'aident dedans ou tes copains, ils t'aident, de témoin un petit peu? Non, mes potes, c'était vraiment là pour le côté, idéation, tu vois, au tout début. Et après, non, non, j'étais vraiment tout seul et j'ai démarré le truc tout seul. J'ai cherché à faire des premiers recrutements, je me suis planté, lamentablement, comme je disais tout à l'heure. Et après, non, j'ai eu la chance assez vite de trouver un super stagiaire, qui m'a vraiment, vraiment bien aidé. Et après, j'ai réussi à embaucher, donc je crois qu'on a fait de mémoire la bêta juste à nous 2. Et après, j'ai embauché un mec, pareil, j'ai réussi à trouver une vraie star, un mec un peu touche à tout, qui est pas resté très longtemps, mais qui m'a quand même permis grave de démarrer la vraie V1. Donc on a construit tout ça ensemble. Moi, du coup, j'ai découvert le code iOS à ce moment-là et je me suis mis à coder. Donc j'ai vraiment contribué beaucoup à la V1. Et puis après, le truc, il s'est construit au fur et à mesure, quoi. Je trouve ça impressionnant quand même qu'en 2015, je pense que vraiment que le problème que tu as voulu résoudre, c'est vraiment un problème, je pense même pour tous nos auditeurs, il y a pas une personne qui ne le vit pas. Google n'avait même pas commencé à le traiter. Tu pouvais pas enregistrer de lieux sur Google Maps. Enfin, tu vois, c'était lunaire. Tu te dis, mais à quel moment personne n'a compris le besoin de je dois enregistrer des lieux et je dois pouvoir partager des lieux. Mais Et alors, tu vois, et moi, c'est ça. Moi, je me demande là, à ce moment-là, donc toi, tu fais tes recherches, tu dis: «OK, mais Mapster, il faudrait faire ça et cetera». Mais quand tu sais que Google Maps, c'est un mastodon, que tout le monde l'utilise, t'as pas peur que du jour au lendemain, il te sort le truc parce qu'avec les moyens qu'ils ont, en 1 mois, le truc, il peut être fait. Tu te dis pas: «Mais attends, tout ce travail, peut-être que pour 1 mois, tout s'effondre», genre? bah, déjà, comme je le faisais pas pour faire une boîte, tu vois, je me suis même pas posé la question. Moi, je le suis fait, j'en avais besoin. Donc à un Ouais. moment donné, quand tu attends 1 an, tu vois, et que le truc il sort toujours pas, tu dis: «Bon, bah, je vais le faire moi», tu vois, à un moment donné. Donc c'était vraiment pour ça que je l'ai fait. Et puis après, de toute façon, je veux dire, le Google nous a montré qu'on avait raison, Ouais. puisqu'ils l'ont sorti beaucoup plus tard et dans une version complètement pourrie.
qui marche à peine, alors que des gens utilisent, il y a pas mal de gens qui utilisent maintenant les listes, les cartes sur Google, mais c'est un enfer à partager, c'est un enfer à filtrer, tu peux quasiment pas les utiliser. Donc, donc en fait, ils ont encore énormément de retard, donc malgré les moyens qu'ils ont. Et très vite, on s'est aperçu que c'est une appli qui, enfin, c'est compliqué de faire ça au milieu d'une autre appli. Tu vois, et il faut que ça soit la fonctionnalité principale, ce côté mise en favori et partage des cartes, parce que si c'est pas la fonction principale, ton interface, elle devient bordélique et c'est galère à utiliser. Et en fait, ce qu'on a vu assez vite, quand tu regardes les gens dans la rue, Google Maps, les gens l'utilisent très mal finalement. Et tu as plein de gens qui galèrent à utiliser Google Maps, et en dehors des itinéraires qu'ils savent à peu près faire, Ouais. tu sens que c'est pas si intuitif que ça. Donc, si tu rajoutes juste d'autres fonctionnalités encore et encore et encore, Ouais. bah, tu rends le truc juste plus C'est pour dur à ça qu'il y a utiliser. une application pour les notes, une application pour le téléphone, une application pour les photos, et cetera. Sinon, tout serait mis dans une application Ouais, et ça donnerait un Google Maps un peu pourri, quoi, en gros. ouais, exactement, exactement. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, OK, le but du jeu, c'est pas de reproduire Google Maps. Donc, on veut pas être un annuaire avec toutes les adresses du monde. On veut pas être un outil de navigation. Nous, on est l'outil pour les enregistrer. On veut être juste vraiment ce truc de ton carnet d'adresses, mais de vraies adresses et pas ce qu'on appelle un carnet d'adresses aujourd'hui qui contient des numéros de téléphone. Mais, mais tu vois, vraiment le carnet d'adresses partageable, collaboratif avec tes. OK, donc le premier problème, du coup, c'était qu'il y avait pas d'endroit pour, stocker toutes nos adresses. Gab, combien de fois ça nous est arrivé d'être sur le point de sortir, on sait pas où on va, sur notre compte Instagram regarder les trucs qu'on avait gardés. Au final, on les retrouve pas et on finit toujours au même endroit. Mais c'est exactement ça. Et si tu regardes, on est en 2023, tu poses encore la question aux gens, tu en as plein qui utilisent encore les notes de leur téléphone ou les Ah ouais, bien photos du sûr. téléphone pour se souvenir de Bah, lieux. ouais. Ah, bien sûr. Tu dis, c'est quand même lunaire, tu vois, les notes, elles sont pas géolocalisées, du coup, tu peux pas les retrouver ultra facilement. Mmh. Et c'est dingue qu'on en soit encore là en 2023, quoi. Tu as ChatGPT d'un côté et de l'autre côté, les notes. Ouais, ouais, non, mais en plus, j'ai l'impression que c'est même un problème, même un besoin, je dirais même comme ça, un peu international. C'est pas forcément qu'en France, parce que là, on parle de Mapster, c'est français, et cetera. On le voit à notre échelle française. Mais quand on regarde à l'international, moi, de mon expérience que j'ai aux États-Unis, ils ont tous le même problème. Quand on sort avec, des potes, du monde entier, ils sont tous là: «Mais attends, j'avais créé un truc sur Instagram où je peux me rappeler de l'adresse», et cetera. C'est toujours Mais tu pareil. vois? Et ce truc de partage, c'est pareil, tu vois, tu arrives dans un nouveau pays, tu arrives à Boston, tu rencontres la communauté un peu des expats ou autres, et les mecs, tu leur dis, bah, c'est quoi les bonnes adresses dans le coin, tu vois? Mmh. Et bon, bah, les mecs, ils disent, ah ouais, attends, bah, on va t'en donner une, deux, trois, on va te faire un fichier Word, on va te faire, ouh, super, un Ouais, ouais, fichier Word carrément. avec des adresses. Et tu dis, mais mec, tu vois, il devrait y avoir, je sais pas, la sauce des expats, elle devrait avoir sa carte Mapster, collab, et elle refile directement. Et c'est comme ça que c'est beaucoup plus simple. Et du coup, tu te retrouves dans une ville avec les adresses d'un groupe de personnes ou d'une personne que tu valorises, que tu connais, et tu dis, bah eux, ils sont comme moi pour telle ou telle raison, ou ils aiment les mêmes choses que moi, et du coup, là, ça devient un régal d'explorer la ville comme ça. Ouais, le point super intéressant que tu as relevé aussi tout à l'heure, c'était, comme tu disais, par exemple, quand on est à l'étranger, dans une ville qu'on connaît pas, on va du coup taper sur internet, je sais pas, super resto italien, on va regarder, on va aller sur TripAdvisor, Google Maps. Encore une fois, moi, je peux pas compter le nombre de fois où je me suis vraiment fié aux avis sur internet. Je suis arrivé au restaurant et en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout d'accord avec eux. Ouais, je suis sûr que beaucoup des auditeurs se retrouvent là-dedans, hein. Mais attends, mon premier voyage à Venise dont je parlais tout à Ouais. l'heure, j'avais regardé, je me disais, bon, c'est quoi le numéro 1 sur TripAdvisor, tu vois, il faut quand même le faire, quoi. C'était un truc de pasta box. Tu dis, mais vous êtes sérieux, les Alors que gars, tu à Venise. le numéro 1 TripAdvisor à Venise, c'est un pasta box, quoi. Je dis, mais c'est ridicule. Tu vois, et donc, non, ça peut pas Et le marcher. Il suffit que café le est mec, il soit un peu. dégueulasse. Et en plus, le café, c'est dégueulasse. Mais oui, bon, alors après, les Italiens savent pas vraiment bien faire le café, hein. Ah. Mais, ouais, je sais. C'est conflictuel, ça. Mais non, non, ils savent pas très bien faire le café. Mais donc, du coup, ouais, non, c'est un enfer. Et donc, quand tu voyages, de te dire, tu as les adresses de tes potes. Mais tu vois, mais je prends même un exemple beaucoup plus bête. Tu vois, si on se place à Paris, par exemple, moi, voilà, mais j'ai plein de potes à Paris. J'ai certains potes avec qui je fais absolument pas confiance pour le choix des restos. Tu vois, et c'est pas parce que c'est mes potes que je vais les écouter. C'est juste, justement, je connais leur goût. Et en fait, le gros avantage quand tu as une liste avec la carte de tes différents potes, c'est que tu te dis, OK, là, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de me faire un truc un peu exceptionnel, j'ai envie de me faire un truc un peu bistronomie, tu vois, un truc vraiment bon, mais pas trop cher. À qui je fais confiance?
Et en fait, quand tu as tes potes, bah, tu peux choisir et tu dis, bah, attends, lui, je sais qu'il a toujours des plans de dingue. Ok, bah, super, je vais regarder sa carte. Et d'autres, bon, bah non, là, j'ai plutôt envie d'un bar à cocktail ou un truc un peu festif pour la nuit. Bah, j'ai un autre pote, lui, je sais qu'il connaît le tout Paris de la nuit, donc c'est lui que je vais suivre. Et en fait, avec tes potes, tu peux choisir. Et c'est ça, la grosse valeur ajoutée, elle est là. Ouais, bien Ça sûr. fait ça file super bien. Mais du coup, juste pour nos auditeurs quand même, parce que quand on dit adresse, ça peut être, restaurant, ça peut être magasin, ça peut être pop-up, ça peut être, hôtel, ça peut être aussi, moi je peux témoigner, on a un endroit à côté de la maison sur une colline, enfin il y a pas d'adresse. C'est vraiment dans un terrain vague, il y a que ceux qui le Mm. connaissent qui y vont. Et du coup, une adresse, ça Ouais, peut être aussi, sans forcément avoir une adresse qui existe sur internet. Mmh, ouais, c'est des coordonnées. bah, C'est ouais, c'est- Ouais, ouais. des c'est un coordonnées point, GPS, quoi. sur une carte. Bah, c'est ça, mais Et c'est assez drôle. du coup, tu balances toutes, ces adresses-là sur la même map où tu peux créer plusieurs maps, une map pour ça, enfin c'est C'est une des demandes qu'on a le plus de nos utilisateurs et c'est celle sur laquelle je pense je marque-bouterai jusqu'au bout pour ne pas le faire. Donc non, moi je veux pas de multimap. Et je veux vraiment que les gens aient une seule map. Par contre, on a un système avec des tags et un peu comme sur Insta ou Twitter, tu peux mettre autant de tags que tu veux, tu vois, sur tes adresses, en disant bah ça c'est un resto trendy rooftop pour un date qui a des options véganes. Enfin, tu mets tout ce que tu veux. Et du coup derrière, tu te retrouves avec un système de filtres par tag. Et en fonction de ce que tu cherches, tu vas dire bah tiens là j'ai envie de me trouver une petite terrasse, de me trouver un rooftop, tiens j'ai envie de manger des pâtes. Et du coup, tu fais tes filtres comme ça, mais tu regardes tout dans la même carte. Parce que si tu commences à avoir plusieurs cartes, tu te retrouves très vite avec ce bordel de dire ah oui, mais alors attends, là, ce truc, je l'ai mis à hôtel ou je l'ai mis à resto parce que c'est un resto d'hôtel. Ah non, c'est dans ma carte des bars parce que c'est un rooftop. Mmh. Donc, du coup, si tu commences à gérer en multimap, c'est juste un énorme merdier. Ouais, bien sûr. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une seule map, juste avec un système de filtrage ultra avancé. Mais du coup, tu peux enregistrer n'importe quoi sur ta carte. Ça peut être un spot de surf, un spot de plongée, un lieu, effectivement, parce que là, tu sais c'est un spot photo de malade mental. Là, c'est parce que c'est un Space Invader et que tu fais la course au Space Invader et tu veux le noter quelque part, etc., etc. OK. Bah, alors, on va reprendre, un petit peu en arrière parce qu'avant d'arriver à là, ça s'est pas fait en 3 jours, évidemment. Est-ce que tu es passé par quelque chose ou par un endroit, tu as eu un tremplin, tu as eu quelque chose qui t'a aidé, à arriver jusqu'à là? Tu nous as parlé de ton stagiaire et de cette personne qui t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu es passé par un incubateur ou par quelque chose qui t'a poussé, pour arriver à là? Non, pas vraiment, j'ai jamais trop aimé les incubateurs. J'étais même un peu anti-incubateur, j'avoue à une époque, parce que ceux que je rencontrais au début quand même j'avais été les voir, tu vois? Et je trouvais que les incubateurs avaient ce côté, en tout cas à l'époque de, bah, finalement c'est des boîtes qui font du blé sur les startups, hem Tu veux nous et dire heu rapidement ce que c'est un et avec incubateur? Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas? bah, alors du coup comme j'en ai jamais vraiment fait, Ouais. c'est compliqué. Non, mais on va dire pour moi, c'est un incubateur, c'est une société de services qui est là pour apporter un soutien à des startups, en théorie aussi les sélectionner, pour voir les projets les plus viables et essayer de leur donner des ressources communes pour les porter au step d'après, souvent en prenant des parts au capital et potentiellement pour certains même en leur prêtant un peu d'argent des locaux, etc. etc. Et les plus connus aux États-Unis, comme le YC par exemple, effectivement, te prennent une part du capital, mais aussi te filent du blé de mémoire. Et après, tu as des cours, tu as du coaching, tu as des mentors, ouais, c'est donc qui sont censés c'est t'amener un peu une aussi du académie, en réseau, enfin fait. voilà, et une reconnaissance. C'est un peu une école, en fait. Une école pour les startups, C'est un pour peu les une faire mûrir. académie, ouais, ouais, c'est un peu une école, un truc d'accompagnement. Et donc certaines structures sont vraiment, vraiment bien et jouent vraiment bien leur rôle. Il y a eu énormément aussi de structures qui n'ont jamais vraiment bien joué leur rôle, parce qu'en plus il y avait un côté à la mode de lancer un incubateur et donc il y avait plein de gens qui se disaient oh, bah, on va lancer des incubateurs. Et moi je me reconnaissais pas dans ces trucs-là. J'aimais pas trop, peut-être par prétention, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé ça. Et donc c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'on ferait pas d'incubateur. Enfin, j'avais quand même été en voir, tu vois, mais il n'y en avait aucun avec qui j'avais eu un vrai fit. Je trouvais que les leçons qu'il donnait étaient des leçons vraiment très généralistes et que moi, ouais, ça allait pas me servir. Donc, je voulais pas, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous tombe dessus, qui était un incubateur un peu particulier, mais qui était du coup pas vraiment un vrai incubateur. C'est au moment où ils ont ouvert Station F. D'ailleurs, les gens disent Station F, c'est un incubateur. Non, Station F, c'est des locaux. Et il y a une partie de Station F qui est un incubateur, voilà, mais à la Station F, base, c'est à Station F, Paris, c'est des hein. bureaux. Ouais, Ouais, à ouais. Paris. Et donc la grande halle de toutes les startups. Et en fait, quand ils ont ouvert Station F, ils ont demandé à des entreprises
de créer des programmes d'incubation qui seraient logés à Station F. Et notamment, un de ces programmes, c'est Facebook, qui a été un des tout premiers à accepter d'ouvrir un incubateur, ce qui était aussi une première pour Facebook au niveau monde. Facebook n'avait jamais ouvert d'incubateur. Et donc lançait ce programme d'incubation pour des startups, du coup des startups françaises. Et là, nous, on a reçu un appel de Facebook un jour qui nous dit, bah voilà, on lance notre tout premier incubateur au monde. On a repéré Mapster, on aimerait bien que vous soyez dans la toute première promo du premier incubateur de Station F qui va ouvrir l'année prochaine. Est-ce que vous êtes partant, quoi? Attends, c'est pas, Et, c'est pas Xavier Niel qui l'a créé le. Il me semblait que c'était si, Xavier. Ah, Xavier Niel a fait oui, c'est Xavier, bien sûr. Mais tu vois, ils l'ont créé ouais, des partenaires. avec des partenaires. Mm. Et donc, Facebook faisait partie des premiers, on va dire, locataires du truc qui allaient du coup héberger des startups. Une bonne Ouais, pub juste, déjà. juste pour nos éditeurs qui n'ont jamais été, moi vraiment je peux en témoigner, j'ai eu la chance de passer une journée là-bas chez Station F. C'est juste impressionnant. Je crois que c'est une Ah ouais, ancienne gare. C'est ah ouais, impressionnant. Il y a des blocs de c'est même, c'est pas partout. une gare, je crois de mémoire, c'est un hangar de stockage des trains, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et, mais c'est un truc qui est gigantesque, qui a été refait de façon absolument magnifique. Alors nous, on l'a découvert pendant les travaux, ce qui était quand même assez drôle. Et voilà, mais le principe, c'est voilà, c'est un énorme campus qui héberge différents programmes d'incubation qui sont gérés par plein de boîtes différentes. Donc L'Oréal en a un, Microsoft en a un, Facebook en avait un, Apple, je crois, en a eu un. Enfin, voilà, il y en a plein comme ça. Et donc, un des tout premiers, en tout cas pour la toute première promo et pour l'ouverture, c'était Facebook. Et du coup, Facebook nous appelle. Et c'est vrai que quand c'est Facebook qui t'appelle, tu te dis pas, ah non, je suis anti-incubation. Ouais, carrément. Tu te dis, ah, ok, discutons. C'est quoi le principe? Comment ça va se passer? Ah, en plus, on a des bureaux gratos. Ouais, ok, grave, bah, on y va. Mais comment est-ce qu'ils t'ont contacté? Comment ils ont. Enfin, on parle quand même de Facebook. Comment est-ce qu'ils ont trouvé Mapster? Comment. Du coup, comme ils le lançaient en France, si tu veux, ils ont demandé aux équipes françaises de faire un peu leur étude de marché. L'incubateur avait quand même un thème particulier. Alors, il y en a qui vont rire, mais le thème, c'était vraiment le côté données privées. Et comment tu gères la donnée privée d'applis qui ont vocation à utiliser de la donnée. Du coup, c'est Donc, très c'était marrant que ce vraiment soit super. Facebook qui fasse ça. Ouais, mais je Oh. pense qu'il y avait un vrai sujet déjà de montrer ce que eux faisaient. C'était aussi une manière pour eux de dire, regardez, on n'est pas que des Ouais, méchants, carrément. et regardez ce qu'on fait, on a quand même pas mal de trucs qu'on fait bien. Et en plus, ça leur permettait de communiquer sur le fait que Mapster s'engageait pour la protection des données, si tu veux. Donc il y avait un vrai aspect politique dans le truc. Et donc, du coup, comme nous, on avait effectivement pas mal de données, donc ils nous ont repérés comme faisant partie des startups qui géraient de la donnée personnelle. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, ouais, Mapster, ça ferait vachement de sens, tu vois, d'être incubé chez Facebook. Alors, en parlant de Facebook, justement, alors moi j'ai entendu dans l'une de tes interviews quand même que tu t'es retrouvé chez Sheryl Sandberg. Pour ceux qui savent pas c'est qui Sheryl Sandberg, c'était quand même l'ex-COO de Meta, donc la numéro 2 juste en dessous de Mark Zuckerberg, pour que vous Ouais, compreniez bien. Et du coup, tu t'es retrouvé chez eux à table avec son mari, si je me trompe pas. ouais, ouais, t'es bien au courant. Ouais, non, en fait, ça a été progressif, hein, tout ça, mais effectivement, donc Sheryl Sandberg, c'est l'ex numéro 2 de Facebook. En fait, c'est elle qui a créé le revenu chez Facebook, hein, c'est Madame Revenu. Elle était chez Google avant et c'est elle qui avait créé les revenus chez Google. Donc sacrée femme assez incroyable et qui est impliquée dans pas mal de causes, justement, sur la place des femmes dans la société, etc., sur le développement des PME. Donc en plus, c'est une femme qui est assez extraordinaire en termes humains et elle est fantastique. Et en fait, le fait est que comme nous, on était incubés par Facebook, bah, elle avait été invitée à l'avant-première de l'ouverture de Station F. Donc on était encore avec les casques de chantier et tout, quand on a annoncé le lancement de l'incubation et tout. Et elle était là un peu en guest star avec un petit discours. Et du coup, les startups de l'incubateur de Facebook ont été présentées à Sheryl Sandberg. Et moi, c'est vrai qu'il m'est arrivé, enfin, ça s'est fait assez marrant la façon dont ça s'est fait. Mais en gros, tout le monde passait pour dire juste bonjour, voilà ma startup, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire différent. Et donc moi, quand je suis arrivé devant Cheryl, je l'ai juste félicité pour tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle avait écrit son bouquin Lean In, que je trouvais assez génial. Et donc du coup, je l'ai juste félicité pour son bouquin et pour ce qu'elle faisait, tu vois, en dehors de son taf. Donc ça lui a vachement plu. Et du coup, elle m'a quand même dit, mais pitch-moi ta boîte. Et du coup, j'avais un peu moins de temps que les autres, donc j'ai pitché en 2 secondes Mapster, tu vois, en lui disant, voilà, une appli pour enregistrer tes lieux, au cas où tu vois, pour te souvenir des lieux où tu veux aller, bref. J'ai fait ça très 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 vite.
on passe à autre chose et comme j'étais je crois le dernier à passer, je me retrouve dans les escaliers derrière elle, tu vois? Et Xavier Niel arrive et justement la rejoint, bon et ils vont sur l'estrade pour faire son discours, je crois de mémoire. Et, et à ce moment-là, Xavier lui demande comment ça s'est passé, ton arrivée à Paris, tu vois, t'as mangé où hier? Et elle, Ah elle voulait oui. lui dire qu'elle avait mangé dans un resto, et elle ne souvenait plus, tu vois, là, j'ai mangé un truc, voilà, à tel endroit, à tel endroit. Et là, moi, je peux pas Bah m'empêcher, oui, j'étais juste derrière. évidemment. Ah, il y a pas Et d'hasard. donc, je lui dis, Cheryl, tu vois, si tu avais utilisé Mapster, tu saurais où tu as mangé hier, tu vois, tu aurais pu dire que le nom c'était Apicius, etc. etc. Et donc là, elle explose de rire. Bah Et à un oui. moment, elle me dit, ah, là, c'est vraiment très bon, trop bien. Et elle me sort sa carte de visite perso, Waouh. enfin avec sa ligne directe et tout, et son mail, en me disant, bon, bah écoute, prochaine fois que tu viens en Californie, appelle-moi, on se voit, quoi. Waouh. Et donc, évidemment, le soir, j'ai pris mes billets. Ah oui, tu m'étonnes. En mode, bon, bah tiens, ça tombe bien, j'ai un voyage prévu dans 3 mois. Euh, et donc, je l'ai revu une première fois comme ça, et puis après une deuxième, une troisième, et la relation s'est faite au fur et à mesure, comme ça. Et c'est vrai qu'on a développé, on va dire, une amitié, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, j'ai eu la chance de la rencontrer, elle et son mari, à plusieurs reprises, que son mari est notre plus gros utilisateur américain, quasiment. C'est un fou furieux de l'appli qui ajoute plusieurs milliers d'adresses par an sur sa carte. Donc, il a une carte assez lunaire. Mais donc, voilà. Donc, c'est ça pour la petite histoire. Ah, il va peut-être devenir influenceur à ce stade-là, hein, sur Mapster. Ouais, il pourrait, mais je sais qu'il aime pas trop partager sa carte. Donc il la met en privé et il la reste et il garde un peu ses adresses pour lui. Oh, normal. Et du coup, ils ont contribué au développement de Mapster ou même pas? Vous avez juste. Alors oui, parce qu'en fait, on en a souvent parlé de l'appli. Et en fait, ils m'ont fait des retours. Tu vois, ils m'ont fait des retours super précieux. Donc ils n'ont pas jamais mis d'argent ni rien. Mais par contre, ils m'ont fait des retours de dingue. Et notamment, Cheryl est la première personne qui m'a fait le retour le plus intelligent sur l'appli je vais dire peut-être 2019, tu vois, un truc comme ça. Et on était en train de, ouais, fin 2019, je pense, un truc comme ça. Et on discutait justement chez elle de l'appli. Et pourtant, j'avais déjà vu pas mal de VC en France, j'avais déjà vu quand même pas mal de gens, hein. Et elle a levé le plus grand frein qu'on avait dans l'appli que personne n'avait vu. Personne n'avait vu ce truc-là, et aucun VC ou autre en France n'avait vu ce problème qu'on avait, ce qui était assez incroyable, qui est qu'on avait vraiment construit toute l'application pour les gens, enfin pour aider les gens, tu vois, à se souvenir de leurs adresses et à les partager. Et ce qu'elle nous a dit comme leçon, c'est de dire, voilà, mais dans la population, tu as des gens qui publient des choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et tu as des gens qui regardent des choses. Et tu as des gens qui ne publient jamais rien. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, mais sur Facebook et sur Insta, la proportion de gens qui publient, C'est mais elle est infime. monstrueusement faible. Ouais. Tu vois, on parle même pas de 20%, on parle genre de 3%. Mmh. Donc c'est vraiment ridicule. Et elle me dit, pour les adresses, c'est pareil. Tout le monde n'a pas des idées d'adresses en permanence à ajouter sur une carte, et tout le monde n'est pas à la recherche de nouvelles adresses comme ça. T'en as qui vont juste se laisser guider d'une certaine manière. Et en fait, toi, tu as construit une appli qui est réservée quasiment aux créateurs de contenu ou à ceux qui ont des choses à dire, on va dire ça comme ça. Et elle me dit, dans une population donnée, tu as peut-être 5 ou 10% des gens qui ont cette volonté de s'exprimer. Donc en fait, toi, tu as quasiment déjà saturé ton marché. Et donc, si tu veux que ton appli elle soit beaucoup plus grosse, il faut que ton appli, en termes de design, elle soit faite aussi, en termes d'UX, il faut qu'elle soit faite aussi pour les gens qui sont là juste pour consulter les adresses des autres sans avoir à en ajouter. Et nous, toute la roadmap était centrée sur cette carte. Et quand tu arrivais dans l'appli, la carte, elle était vide. Tu avais juste un énorme bouton plus qui disait ajoute tes adresses, tu vois. Et si tu faisais pas ça, tu pouvais rien faire. Et donc, ça nous a complètement fait switcher, tu vois, de modèle. Alors, on a mis du temps, hein, ça a été super galère, en disant, bah ouais, grave, on a oublié toute une partie de population Qui est la de gens majorité qui sont finalement. justement là et la majorité de gens qui sont là pour suivre les adresses des autres. Et je te donne un exemple typique qui nous arrive, mais très régulièrement. Alors, c'est très caricatural, c'est sexiste, etc., mais c'est vrai. C'est que dans un couple, tu as la nana qui va utiliser Mapster pour ajouter toutes les adresses que ses potes lui recommandent, qu'elle repère sur Insta et tout. Et tu as le mec qui utilise Mapster pour consulter la carte de sa meuf. Et, C'est tellement et ça. c'est caricatural, mais c'est tellement vrai. Ouais, bien Et, sûr. et- et il consulte la carte de sa meuf, comme ça, le jour où il veut l'emmener au resto, il sait exactement où aller.
et c'est trop pratique. Tu Ouais. vois, et on a vraiment cette caricature de la fille et la femme qui va ajouter beaucoup plus d'adresses et le mec qui va lui consulter beaucoup plus de cartes. Est-ce Super que, intéressant. vous avez, pour démarrer, il faut toujours un peu d'argent, évidemment. Vous avez levé des fonds à ce moment? Tu as levé des fonds à ce moment? Alors très peu, nous on n'a jamais levé de gros montants malheureusement, ça a toujours été un peu l'aiguille dans le pied de Napster. Mais du coup on sait faire avec peu, ça qui est cool. Mais non, en fait nous on a eu la chance au tout début en fait d'avoir été contactés très vite par des bêta-testeurs qui nous ont dit bah, moi j'adore ce que tu fais, j'ai envie de mettre de l'argent. Et donc assez vite on a fait des petits tours de table avec justement, alors déjà il y a eu le Friends and Contact, ouais, le Friends and Family au tout début bien sûr. Et puis après ouais j'ai élargi avec bah, quelques utilisateurs et puis d'autres, etc. Et puis du coup, les contacts de mes premiers actionnaires qui du coup ont dit, mais attends, tu m'avais pas parlé qu'on pouvait investir dans la boîte, bah trop cool, je vais mettre au prochain tour. Et donc en fait, on s'est retrouvé à faire 3 tours de table comme ça, assez petits. Et on a juste un peu grossi l'année dernière, en juin dernier, où on a eu cette idée un peu folle, mais que moi j'adore, de se dire on va ouvrir le capital à nos utilisateurs. Parce que ça, c'est une conviction personnelle, mais pour moi, un réseau social, parce qu'on est quand même, mine de rien, un réseau social, en tout cas, on est une appli sociale, la valeur, elle repose sur l'activité de mes utilisateurs. Et que du coup, mes utilisateurs soient actionnaires et aient une part de cette valeur, ça me paraît, tu vois, être super intéressant. Et je pense que Meta ou Facebook auraient sûrement eu beaucoup moins d'emmerdes si si les utilisateurs de Meta ou Facebook avaient été actionnaires, tu vois, ça aurait peut-être été un poil mieux dirigé. Euh, et, euh, et donc moi, ça a été toujours une conviction. Donc dès que la loi est passée l'année dernière qui nous permettait de faire ça, on a fait cet appel à nos utilisateurs et donc on a fait rentrer 2164 utilisateurs qui sont devenus actionnaires de la boîte. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est génial. Donc c'est ça le modèle économique, en fait, de Mapster aujourd'hui? Non, c'est pas le modèle économique, mais en tout cas, ça fait partie de nos valeurs, tu vois, de dire le but du jeu, c'est de le construire avec vous. Ouais, c'est Nous, ça. notre priorité a toujours été de créer une appli pour le user. Tu vois, je crée pas une appli pour avoir des métriques, je crée pas une appli pour, je sais pas moi, pour, ouais, tu vois, pour Collecter mon des ego. datas pour, Ah non, c'est pas ça le but. Moi, mon but, c'est de rendre service à un user. Et donc, du coup, il faut être le plus impactant possible, il faut être le plus utile possible pour cet utilisateur. Et donc, du coup, le co-construire avec eux me paraît assez logique. Et que du coup, ils soient actionnaires me paraît entièrement logique. Donc, ça, c'est plus vraiment la philosophie du truc, on va dire. Mais ça se passe comment du coup? Enfin, ils mettent tous le même ticket, enfin, tu fais ça avec Non, une plateforme? Enfin, ça se ouais. passe comment? On est passé par une plateforme qui s'appelle CrowdCube, qui était parce qu'en fait, on avait besoin nous d'une plateforme internationale parce qu'on a des utilisateurs partout dans le monde. Et du coup, c'est eux qui décident de combien en fait ils veulent mettre. Et du coup, ils ont juste des parts de la boîte qui sont proportionnelles au montant qu'ils mettent, hein, tout simplement. Donc, ils décident, bah, moi, je veux acheter 10 actions, 100 actions, 100 000 actions. Et ils achètent juste leurs actions en fait via cette plateforme. Impressionnant et tout ça, c'est sans rendre l'application, publique, j'imagine? Enfin, ça a rien à voir? Ah ouais, non, non, l'application, elle est pas cotée en bourse, rien. C'est juste, voilà, on a un véhicule au capital qui porte tous nos utilisateurs, enfin tous nos utilisateurs, les 2164 qui ont investi. Ouais, vous aviez un objectif avant de lever les fonds? Un objectif de montant, tu veux Ouais, dire? c'est ça, vous vous êtes dit, «Nous, on veut lever telle somme, telle somme». Ouais, alors c'était assez flou. On s'est dit que on voulait au minimum 500 000 euros et que au maximum, on se disait, bon, allez, avec 1,5 million, c'est top. Mais on voulait pas aller chercher non plus, tu vois, beaucoup, beaucoup plus. Et puis en fait, on a atteint les 1,5 million en un temps record. Donc on a un peu explosé tous les trucs. Et donc la campagne s'est clôturée en amont assez rapidement. trop bien. Donc en fait, vous avez fait une campagne de crowdfunding, quoi, en gros, c'est ça? Ouais, on appelle ça même de crowd equity. Parce que le crowdfunding, en fait, te donne des récompenses en échange. Tu vois, tu as le produit en avance, tu as t'as des goodies, tu as des trucs comme ça. Alors que nous, ce que tu as en échange, c'est des actions. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une partie du crowdfunding qui est le crowd equity. D'accord, OK. En 2019, il y a le Covid qui arrive, dans nos vies à tous et dans la tienne aussi et dans celle de Mapster. Ça a une importance, laquelle? C'est une énorme importance parce que, en fait, nous, du jour au lendemain, on a perdu tous nos utilisateurs. Donc la courbe, quand tu regardes les outils d'analytics, la courbe, elle est assez folle. Mais à partir du moment où tu fermes les voyages, tu fermes les restos, bah, tu confines les gens, bah, du coup, l'usage de Mapster devient complètement inutile.
Et donc, nous, on s'est retrouvés sans utilisateurs du jour au lendemain. Donc, va construire une application sans utilisateurs. Ouais. Et donc, très compliqué. Alors, en plus, on s'est retrouvés en remote. Alors ça, c'était plutôt le côté positif, parce que moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et mes équipes étaient un peu frileuses, donc du coup, pouvoir se retrouver en remote comme j'avais envie de le faire, c'était trop cool. Donc ça, c'était génial. Mais par contre, c'est vrai que ce problème de dire on se retrouve sans utilisateurs, du coup, toute la roadmap, un peu cassée. Et donc là, c'est un peu une longue traversée du désert, où au début du Covid, on a un peu pataugé, mais n'importe comment, parce on voulait tellement rester vivant, rester dans la tête des gens, qu'on a commencé à faire des newsletters dans tous les sens sur n'importe quel sujet. On commençait à faire les recettes de vos restos préférés, enfin, tout un tas de trucs comme ça pour essayer de se dire merde, il ne faut pas que les gens nous oublient, il faut que les gens continuent à utiliser, même s'ils n'ont plus vraiment d'usage. Surtout, on est Donc, dans on essaie l'aveugle à de... ce moment-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais, On n'en sait rien, quoi. horreur. Donc on était un peu en mode panique en disant il faut absolument que les gens, je sais pas, ils enregistrent quand même les lieux qu'ils veulent faire dans le futur, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, donc on a essayé au tout début, on s'est un peu perdu, je pense, pendant peut-être, tu vois, 2-3 mois. Et après, on a réussi à se ressaisir en disant ok, non, mais de toute façon, ça a l'air d'être parti pour durer. Là, on voit bien que tout ce qu'on fait, on gesticule, mais en fait, ça sert pas à grand chose. On reste toujours à moins 90 ou moins 95% sur la courbe. Euh, donc, en fait, on s'est dit, OK, on va changer et on va entamer les développements qu'on n'osait pas faire, qui sont des développements un peu longs, un peu durs, qui vont passer par des phases où on va un peu tout casser dans l'appli, notamment, tu vois, par rapport à ce que nous avait dit Sheryl Sandberg, de dire, il faut repenser le truc pour les viewers, Ouais. et pas pour les gens qui sont juste des créateurs. Et donc, en fait, on a entamé cette grosse phase de développement en disant, OK, on change tout, on recommence tout depuis le début, et on repart presque from scratch. Alors, j'exagère un peu, c'est pas ça, mais en tout cas, on a pris des gros risques design pendant le Covid, juste pour pouvoir tester des fonctionnalités, parce que finalement, les tester avec 5% de tes users, du coup, c'est trop cool. Ouais, bien sûr. C'était assez pratique, en se disant, il faut qu'on soit prêt pour le jour où ça revient, quoi. Hmm. Et Euh, c'est là qu'on a développé des cartes collaboratives, enfin, on a développé pas mal de trucs, tout ce des qui est dispo fonctionnalités de aujourd'hui, quoi. découverte. Ouais, tout ce qui est dispo aujourd'hui, c'est né du Covid, quoi. Donc le Covid nous a donné finalement au-delà d'un énorme coup de stress. Ouais, bien sûr. Et nous, le Covid a été long pour nous parce que même quand ils ont, tu vois, quand ils ont dit, OK, vous n'êtes pas confinés, le confinement s'est arrêté, mais il n'y a toujours pas de resto, il n'y a Ouais, toujours pas de voyage. Bon, pour nous, ça change rien, quoi. ouais, Tu vois, clairement. OK, les gens, ils ont le droit de marcher, mais enfin, Ouais. s'ils ne peuvent toujours pas aller dans des lieux, dans des restos, ou voyager, Hmm. donc en fait, nous, on est resté quasiment 1 an et demi, tu vois, sans utilisateurs. Aujourd'hui, vous Donc avez ça a été retrouvé 100% de vos utilisateurs? Ouais, en fait, en 3 mois après, on a retrouvé genre 85% des Ok. gens qui étaient là avant. Ok. Donc il y en a évidemment qui ont abandonné parce que il y en a, ils y pensent plus au bout d'un Hmm, moment. bien sûr. Mais c'est quand même assez exceptionnel de dire que ne pas utiliser une appli pendant 1 an et demi, quand ça réouvre, tu y retournes, Hmm. ça montre l'attachement de nos users. Et Carrément. ça, c'est une clé qui est forte pour nous, c'est que en fait, plus tu utilises, plus toute ta vie, elle est dedans. Hmm. Tu vois, et donc finalement, tu peux plus t'en passer parce que c'est toute ta mémoire, c'est tous les lieux que tu as voulu essayer dans le monde, donc c'est vraiment ta cartographie mentale de toutes tes adresses. Ouais. Tu peux plus t'en passer, quoi. Et ça fait combien d'utilisateurs d'ailleurs aujourd'hui, Mapster? 3,5 millions. 3,5 millions et il manque nos auditeurs. Donc on va passer à 4 millions. Voilà, exactement. Ah ouais, ce serait bien. Et aujourd'hui, comment t'envisages l'avenir de Mapster, voilà, dans les 5 prochaines années peut-être? Ouah, c'est super dur. Euh, je vais Sans être Covid. assez humble là-dessus. Non, non, ouais, je vais être assez humble là-dessus parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on peut pas trop savoir, tu vois. Et comme on dépend beaucoup de nos users, c'est compliqué. Après, nous, on a une vision qui est quand même assez claire, c'est que on a construit, c'est un peu une pyramide inversée, mais on a construit Mapster par étapes. La toute première étape, c'était de se dire, OK, il faut qu'on ait le réceptacle de toutes les sources de confiance dont on parlait. Donc en gros, tu récupères tes adresses auprès de tes potes, de tes magazines, de Insta, etc. Tu dois être capable de les enregistrer dans Mapster. Ça, c'était le premier step. Le deuxième step, c'était de se dire, OK, toutes ces sources, on doit les amener dans Mapster. Donc il faut que les magazines et les influenceurs soient dans Mapster, il faut que tes potes soient dans Mapster, il faut qu'on devienne social, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment le deuxième truc, c'était de dire, OK, t'es le réceptacle, mais surtout, t'es social, et toutes tes sources de confiance, si tu veux, si tu lis le Time Out, si tu lis, je sais pas moi, Do It in Paris, si tu lis n'importe quel média, Combini ou autre, ils sont dans Mapster directement et tu as leur recommandation d'adresse. Et si tu suis tel ou tel influenceur, ils sont dans Mapster, tu suis leur compte, tu as leurs adresses.
Et pareil pour tes potes. Ensuite, étape 3 qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de dire, OK, maintenant qu'on a tout ça, en fait, on est les seuls au monde à savoir qui tu es vraiment. Parce que les lieux où tu veux aller, les lieux où tu vas, ça dit beaucoup plus qui tu es qu'une description ou qu'un truc déclaratif. Et donc, en fait, du coup, grâce à ça, on est capable, nous, de te suggérer d'autres adresses similaires à celles que tu as déjà, en comparant par rapport à ce qu'ont les autres utilisateurs. Comme on a plus de 100 millions de lieux qui ont été ajoutés dans le monde, ça nous fait une base gigantesque. Et donc, on est en train de créer plein d'algos de machine learning pour te dire, bah voilà, l'endroit où tu veux aller, c'est vraiment celui-là. Et en plus, on est en train de devenir nous-mêmes une source, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de travailler avec beaucoup d'acteurs du monde des médias, du journalisme, avec les agences RP, etc., pour que finalement toutes les actus des lieux se retrouvent dans Mapster. Donc ça, c'est vraiment le troisième étape. Et le quatrième étape, c'est de dire, OK, il faut vraiment qu'on unifie tout ça. Et derrière, on va construire un espèce d'énorme moteur de recommandations basé sur ce que tu as déjà, basé sur ce que tu aimes, basé sur le jour, là où tu es, l'envie que tu as. Et on pourra te dire en toute confiance, a priori, il faut que tu ailles là ou là ou là, parce que c'est recommandé par 3 de tes potes, par 2 de tes influenceurs, plus par les locaux qui ont les mêmes goûts que toi, etc. etc. Et by the way, si tu veux te faire une table avec eux, ils sont en train de se faire un dîner à 6 là-bas, il reste 2 tables de dispo. Vas-y et va Aujourd'hui. bouffer avec eux et rencontre-les, quoi. Ouais, c'est ok, c'est top. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça dans le futur, en tout cas. Et ben écoute, moi aussi. Ouais, juste avant de, du coup, avant de refermer ce chapitre de Mapster, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Je voulais savoir, c'est quoi le modèle économique en fait? Je comprends bien. Les gens, ils s'amusent à ajouter des adresses à chaque fois sur leur map, mais comment est-ce que vous arrivez à monétiser tout En ça? fait, le modèle économique, c'est qu'on a on a des partenaires qui sont intéressés à publier du contenu auprès de nos utilisateurs en le ciblant vachement. Ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, les deux types de partenaires qu'on a, c'est les lieux et les marques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des lieux qui nous payent, non pas pour être mis en avant, parce que ça, on ne le fera jamais, on ne veut pas, tu vois. On n'est pas une appli qui va de sponsoring de lieux. Par contre, un lieu peut nous payer pour pouvoir publier une actualité aux gens qui l'ont ajouté à leur carte. Ça fait une énorme différence. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vas ajouter un lieu sur ta carte en disant, bah, tiens, j'ai envie d'aller tester tel resto. Je sais pas moi, l'italien qui s'appelle Localino dans le 6e arrondissement de Paris, que moi j'adore. Bon, bah, donc tu vois, toi, tu te dis, je l'ajoute parce que j'ai envie d'y aller. Et derrière, Localino, il va avoir le droit, du coup, s'il nous paye, s'il prend le service premium, Ouais. de t'envoyer dans l'application, pas ailleurs, hein, mais dans l'application, des actus pour te dire, bah, tiens, est-ce que tu sais que jeudi, on fait une soirée dégustation de tel jambon italien? Est-ce que tu sais que on a un super brunch le samedi matin, j'invente? Est-ce que tu sais qu'on a une soirée événementielle avec des musiciens de jazz, j'en sais rien, qui viennent dimanche soir? Et en fait, ils vont juste te donner des raisons, tu vois, de t'en souvenir. Et du coup, comme toi, tu utilises Mapster au moment où tu es en train de choisir, grosso modo, où tu vas aller, et là, tu regardes que parmi tes adresses, il y en a une qui a une actu, et que Localino, il te dit, bah tiens, on a une dégustation de jambon, tu dis, ah putain, trop bien, bah je voulais tester Localino, bah grave, je vais y aller. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est un truc win-win où toi, tu es content d'avoir des news d'un des restos que tu veux tester ou d'un des lieux que tu veux tester. Et le lieu, il est super content de pouvoir publier ces news à un public ultra ciblé, tu vois, sans avoir à aller communiquer sur Insta où il touche juste des gens qui aiment leurs photos, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première source de revenus. Et en plus de ça, on a pas mal de marques ou d'organismes comme des mairies comme la mairie de Paris ou autres, qui nous demandent de les aider à construire des cartes pour tel ou tel sujet. Donc la mairie de Paris, on est le partenaire officiel pour la Nuit Blanche. Tu vois, là, on va faire la Paris Déco Week en janvier. Donc en fait, on les aide à créer des cartes pour des événements et potentiellement à montrer ces cartes à nos utilisateurs via la newsletter ou autre, en leur disant, bah tiens, est-ce que vous êtes au courant? Par exemple, on a fait avec Evian, on a fait les adresses, toutes les adresses kids friendly. Donc ça veut dire toutes les adresses où vous pouvez aller avec vos bébés pour aller manger au resto et bruncher quand même de façon cool avec vos bébés, ou les hôtels qui ont des installations particulières pour vos bébés. Et donc ça, c'est une carte qui est super intéressante pour les utilisateurs. Elle est brandée au nom de Evian qui porte le truc. Mais du coup, ça gêne personne et c'est un truc qui a un vrai intérêt pour nos users. Et donc, du coup, ça, on le fait. L'idée, c'est toujours de faire du contenu intéressant pour nos users qui soit porté par des lieux ou par des marques. Ouais. Et vous avez quand même du coup un full contrôle sur les datas des users parce que c'est pas parce qu'on a piné je sais pas, un restaurant qu'on aime bien sur la map qu'on va être mangé de
de pub de ce resto sur Google, sur Instagram, etc. Bah, Vous êtes nous, de en... toute façon, il n'y a aucune donnée. Nous, il y a aucune donnée qui sort de Mapster, donc comme ça, le problème il Ouais, est réglé. très bien. Mais c'est quand même Euh, important, je pense, aujourd'hui de ouais, rappeler ça. Mais... ah non, mais nous on est des fous furieux de la vie privée. Et effectivement, et toi, il y a deux exemples. Donc, nous, effectivement, on ne fournit pas les données à qui que ce soit, donc ni les gens, ni les restos qui payent, ni les marques qui payent n'ont accès à aucune donnée, c'est évident. Et donc, il n'y a aucune donnée qui sort. Et même, il y a un truc un peu contre-intuitif, c'est que sur Mapster, si tu ajoutes un commentaire sur un lieu, une photo sur un lieu, une note sur un lieu, c'est pour ta carte à Ouais, toi. bien sûr. Et donc, il n'y a que tes followers qui vont le voir. Et tu as beau ajouter une photo sur un lieu, personne d'autre, tu vois, ne verra cette photo. Et c'est quand même assez clé de dire ma carte, mes adresses, bah, c'est vraiment ma carte et mes adresses. Ouais, en fait, vous possédez quand même des données que personne n'a sur le marché, en fait, si je comprends bien. On est les seuls à avoir les. De toute façon, on est les seuls à avoir cette wish list de lieux, tu vois, effectivement, et c'est assez unique, ouais. Incroyable. Trop bien. On a appris plein de choses sur Mapster. Donc, merci. Merci pour ça, Seb. On souhaite énormément plein de choses et plein de belles réussites à Mapster dans les années qui suivent et au-delà. Et puis, bah, comme chaque invité, tu n'échapperas pas à nos questions tradition sur l'entrepreneuriat en général. Hem, Déjà, quelles compétences tu considères comme essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur, peut-être pour nos jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer parmi nos auditeurs? La résilience. La résilience, c'est quelque chose qui... Ouais, la résilience, pour moi, c'est l'entrepreneur, c'est les hauts et des bas obligatoires. Tu vois, les hauts, c'est assez facile à gérer. Les bas, voilà. Et donc, pour moi, la résilience, savoir résister au bas, garder la tête froide, pas gérer avec le stress, pas gérer Du avec style le l'impulsivité, Covid? Ouais, c'est du ça. style le Covid. Ouais, ouais. Le Covid, un concurrent qui se lance, Mmh. tu vois, où tu as plein de raisons qui vont te faire, ou d'un coup, tu as un fonds qui se retire. Enfin, voilà, tu as plein de trucs où tu te dis, bah, waouh, qu'est-ce que je fais? Et cette espèce de résilience de dire, ok, c'est pas grave, je vais trouver une solution, de pas aller crier sur tes équipes parce que tu es en panique, juste parce que tu as un concurrent qui s'est lancé. Voilà, donc pour moi, ouais, résilience, qualité numéro un. Mais est-ce qu'il y a une certaine limite à la résilience? Parce que quand même, comme tu nous as dit, pendant le Covid, tu as quand même perdu tous tes utilisateurs, toutes ces années où tu avais travaillé pour ça, tu as tout perdu et tu es quand même resté. Tu es quand même resté, tu as quand même eu l'envie encore de le pousser. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Quit, qui parle de ça, de savoir à quel moment arrêter. Mais c'est une vraie question. Mais évidemment, faut pas être jusqu'au boutiste. Mais la résilience est quand même un vrai, vrai truc. Très bien. OK, et sinon, comment est-ce que tu arrives à garder un équilibre entre ta vie, du coup, professionnelle, enfin, ta vie de fondateur de start-up et avec, ta vie, privée, en fait? Grâce au café. Non, parce que non, mais oui, hein, tu vois, la réponse est humoristique, mais elle est vraie. C'est-à-dire que parce que moi, je vis ma vie d'entrepreneur avec plein de plaisir. Tu vois, et c'est ça la clé, c'est que ouais, je vais prendre du café, mais du café un peu voilà, de fou furieux, et je vais prendre le temps de faire mon café de façon manuelle, et c'est un vrai bonheur. Et du coup, en permanence, je suis en train de découvrir des nouveaux cafés partout dans le monde pour aller le déguster, etc. Du coup, je parle avec les gens. Quand je vais dans des restos, moi je vais pas juste dans un resto et je mange ce qu'il y a à la carte, je vais discuter avec le chef, je vais discuter avec les serveurs, et ça fait partie de mon kiff. Donc le vrai truc déjà, c'est que je m'accorde en permanence des moments de bonheur dans toutes mes journées, même si elles sont ultra stress. Je prends du temps pour moi à donf. Et après, il y a juste ce truc, et ça c'est plus dur, de se souvenir que bah, c'est un marathon. Alors c'est un marathon fait de plein de sprints, mais c'est un marathon. Et donc en fait, s'économiser et prendre soin de soi est le truc numéro un. De toute façon, sa startup, c'est soi. Enfin, tu vois, c'est ma forme à moi qui détermine la forme de ma startup, grosso modo. Ouais. Et donc, du coup, si moi, je suis pas en forme, si je peux pas coacher mes équipes de façon bonne, si je peux pas les dynamiser, leur filer mon énergie, c'est super dur. Donc, en fait, la priorité, c'est que moi, j'aille bien et que j'ai l'esprit clair, etc. etc. Donc, tu as toujours des phases où bah, tu vas trop loin, effectivement, tu étais trop dans le rouge, mais du coup, c'est là où il faut avoir la lucidité de se dire, oula, gaffe, là, je suis dans le rouge, je me repose, soit je prends des vacances, ce qui est dur, soit je m'accorde en tout cas des temps de repos, et justement, je me rééquilibre avec mes petits plaisirs. Et ouais, je suis pas juste tout seul à bosser dans ma chambre ou dans mon bureau, mais bah, allez, je vais sortir, je vais quand même aller voir le jour, je vais aller surfer un matin, et je vais me faire plaisir dans un bon café, etc., etc. Donc, pour moi, se faire plaisir est une des manières de garder une certaine sérénité qui te fait courir plus longtemps.
Tu nous parlais des moments que tu aimes voyager, où tu aimes être un petit peu partout et nulle part à la fois, que tu aimes le remote, que c'est quelque chose qui te plaît. Comment on fait pour gérer une boîte sans être vraiment chez soi, en fait? C'est un énorme taf. C'est un énorme taf. En gros, il faut se parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est un vrai sujet. Donc nous, on utilise beaucoup Discord pour ça, à l'oral. Très vite, on a dit on arrête les caméras parce que pour nous, les caméras étaient un truc qui figeait un peu les réunions et on n'arrivait pas à s'en sortir avec les caméras. Les Zoom Co, on n'aimait pas du tout parce qu'il fallait se passer un lien. Il y avait un côté, OK, on se met sur Zoom, on se réunit à telle heure. Tu mets une limite? Ouais, il y avait une limite, c'était Ouais. formel, donc c'était un peu chiant. Et donc en fait, on est passé sur Zoom, sur Discord avec vraiment des canaux, vocaux ouverts en permanence, qu'on a reproduit en salle de réunion. Donc on a un canal qui s'appelle Open Space, on a un canal qui s'appelle salle de réunion de surf, l'autre c'est salle de je sais pas quoi. Enfin, on a que des noms, tu vois, des noms un peu rigolos sur, Ouais. sur chaque salle. On a même la salle WC, on a la salle à manger, etc. OK. Et en fait, le principe, c'est que tout le monde s'y connecte un peu en permanence et ce qui te permet d'aller parler à qui tu veux quand tu veux, exactement comme tu le ferais dans un bureau en fait. Et tout le monde se connecte, tout le monde a les haut-parleurs ouverts, et toi tu débarques dans une salle et tu dis ah tiens, vous avez bouffé quoi ce midi, ou tiens vous savez pas ce qui m'est arrivé, et en fait on en profite même pour se raconter des conneries comme on le faisait dans un bureau. Mmh. Parce que tu as une anecdote, tu veux juste la partager avec tes collègues, bah, t'as pas besoin de leur dire hé les gars, mettez-vous sur Zoom, faut que je vous raconte un truc. Ouais. Non, là de toute façon tout le monde est là, tu vois, et donc du coup ça c'est assez génial. Et en plus de ça, donc on utilise aussi Slack à côté pour l'écrit et tout, mais et en plus de ça, nous, on fait des séminaires toutes les 8 semaines, donc on se réunit très, 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 très régulièrement. Et toutes les 8 semaines, on loue une maison sur Airbnb, tous ensemble, et on passe une semaine entière, du lundi au vendredi, ensemble, on cuisine ensemble, on mange ensemble, etc. Et c'est une semaine de boulot, hein, c'est pas une semaine festive. C'est une semaine de boulot, et le festif vient du fait qu'on bouffe ensemble, qu'on vit ensemble pendant une semaine, ça suffit pour créer du festif. Et donc ça permet de renforcer pas mal de liens. Et en plus de ça, comme moi, je suis quand même plutôt nomade, bah, du coup, c'est vrai que je bouge beaucoup d'une ville à l'autre. Et je vais les voir, je vais passer du temps à Marseille, je vais passer du temps à Bordeaux, je vais passer du temps à Lyon. Et je vais les voir comme ça un peu là où ils sont, ce qui permet aussi de créer du lien. Ouais, c'est génial. C'est marrant, ça me rappelle, ça fait un peu Mapster. Tu vois, l'idée de dire est-ce que tu parlais de Discord, où c'est en fait, c'est galère Zoom parce qu'il faut lui envoyer, il faut lui partager le document, et cetera. Au moins, tout est centralisé ici pour le boulot. Ça fait un peu un parallèle à Mapster. On a vraiment l'impression d'avoir une famille, en fait. Vous vivez ensemble. Bah, je pense que vous devez être la seule start-up à vivre ensemble une semaine, toi, avec tes employés en tant que fondateur. C'est impressionnant. Et ouais, et la plupart, tu vois, il y en a certains, les premières fois, même les nouvelles recrues, de temps en temps, ils disent oula, attends, sérieux, une semaine avec mes collègues que je connais pas bien. Tu vois, donc, à côté, ouah, vachement effrayant. Et en fait, ça va super vite. Et à la fin et on est un peu en mode colo, tu vois. Et à la fin de la semaine, on est là, ah merde, putain, c'est déjà fini. Mmh. Et limite, t'as le petit cafard du vendredi soir de dire, oh bon, bah, je me retrouve un peu tout seul chez moi. Mais c'est ouais, parce que et c'est là où du coup on reboucle avec le côté recrutement du tout début. C'est là où du coup l'importance de l'intuitu personnel, Eh oui. pour que ça soit vraiment une seule team, une seule équipe avec tous les mêmes valeurs, elle est clé, parce que c'est ça qui fait la cohésion de l'équipe, quoi. Ouais. Il y a juste un point que j'aimerais juste m'attarder, quelques petites minutes dessus, enfin, vraiment très court parce qu'on n'en a pas parlé. Voilà, notre premier épisode, on a eu Jérémy Mani qui a fondé sa première entreprise avec quand même 4 amis. Donc ils étaient quand même 5. C'est un peu, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Mais alors toi, tu as fondé une entreprise tout seul. Ouais, ce qu'on voit encore moins. Bah, Ouais, ouais, carrément. enfin, Ouais, ça se passe comment en fait? bah, ouais. Ouais, je l'ai fait tout seul, pour les mauvaises raisons. Ce qui est que moi, quand j'avais bouquiné pas mal de trucs sur les startups, il y avait plein de conseils qui disaient qu'il fallait absolument, des cofondateurs complémentaires pour se séparer les tâches, et cetera, et cetera. Et moi, j'avais un profil qui était déjà technique, et j'arrivais pas à trouver autour de moi des gens qui avaient des profils très complémentaires. Et tous les profils que j'avais de gens autour de moi, c'était limite, ouais, on aimerait bien monter une startup, limite on n'aime pas trop, on n'ose pas trop, on le ferait bien avec toi, tu vois, mais du coup, j'avais pas ce truc de complémentarité. Donc je me suis dit, bon, bah, je le fais tout seul. Sauf qu'en fait, la complémentarité, on s'en fout complet. C'est pas du tout le sujet, je trouve, des cofondateurs. Elle se forme ensuite, la complémentarité, elle se fait parce que chacun se répartit des rôles. Et en fait, le truc qui m'a manqué, moi, c'est ce truc de ping-pong intellectuel, tu vois, de soutien moral. Et c'est surtout ça, des cofondateurs. C'est des gens qui sont là pour te soutenir parce que bah, tu as des hauts débats. Toi aussi, dans ta forme, tu as des hauts débats. Il y a des jours où tu n'es pas dedans.
et d'avoir un mec qui te tape sur l'épaule et qui te dit, enfin un mec, une femme qui te tape sur l'épaule et qui te dit non mais t'inquiète, aujourd'hui je gère, t'en fais pas, ou si ça va aller, ou si moi j'y crois encore. Ça c'est super important. Donc ouais, ça m'a quand même bien, tu vois, manqué à certains moments. Et puis tu as aussi juste ce truc de capacité de travail, tu vois, à un moment donné, quand tu es tout seul, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Mais aussi, tu as une liberté de dingue qui est que du coup, bah, moi, je peux exécuter ma vision. Alors en l'occurrence, j'en parle quand même énormément avec l'équipe et on est une boîte qui est très très démocratique, mais malgré tout, il y a ce truc de je me pose pas trop de problèmes. Et il y a une étude qui a fait assez peu de bruit alors qu'elle est assez fondamentale parce que il y a beaucoup de VC qui te disent moi j'investis jamais sur une équipe de solo founders. Tu vois, c'est une espèce de règle d'or et tout parce que solo founder c'est impossible et tout. Et tu as des stats qui sont sortis l'année dernière, je sais plus si c'est MIT ou Harvard qui a fait ça, qui a fait une étude en regardant ça. Et en fait, la proportion de chances de réussir entre une boîte qui est solo founder et par rapport à une boîte qui n'est pas solo founder, c'est quasi 50-50, voire un peu à l'avantage des solo founders. Pourquoi? Parce que la cause d'échec numéro 1 d'une startup, c'est les conflits entre fondateurs. Et donc, en fait, en tant que solo founder, je m'affranchis de la cause numéro 1 d'échec d'une startup. Ah, oui, c'est intéressant parce qu'en plus, on pourrait se dire à deux on est plus fort, on va plus loin, alors que en fait, ça prouve le Et on se contraire, tape quoi. dessus. Ouais, Et on peut aussi se taper dessus. bien sûr. Et je connais plein d'exemples de gens qui sont partis avec leurs meilleurs Ouais. potes et qui pourtant, tu vois, se sont fait des trucs super moches. Et la boîte, c'est fini parce que conflit entre actionnaires, entre associés. Ouais, au moins là, tu peux t'en prendre à personne. Exactement, exactement. Mmh. Donc, full responsabilité dans les deux sens. Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, je ne dis pas que je le recommande à tout le monde, hein. Ça reste beaucoup plus balèze. Donc voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et je ne sais pas si je le referai en solo ou pas en solo la prochaine. Ok, super. Bah écoute, nous, on te prend quand même un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc on va clôturer ce super épisode avec nos 3 questions rituelles. Gab, je t'en prie, tu peux y aller. Ouais, on voudrait savoir, c'est vachement intéressant de connaître des entrepreneurs expérimentés comme toi qui pourraient passer un message d'encouragement ou d'inspiration que tu aimerais transmettre justement à nos auditeurs qui rêvent de devenir entrepreneurs. Bah, ultra simple, c'est juste que c'est un kiff tous les jours. Et qu'entrepreneur, c'est un métier où tu apprends sur toi en permanence, tu rencontres des gens nouveaux en permanence. Et pour moi, il n'y a rien de plus enrichissant dans la vie que d'apprendre sur soi et de rencontrer des gens, quoi. Donc, c'est juste un kiff. Et ça a été des énormes emmerdes, tu vois. Et je suis passé par des trucs super durs, mais un putain de kiff permanent. Ouais. Et, et si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, ça serait qui et quelle question tu lui poserais? Waouh! Alors ça, c'est dur parce que je pense que je pose toutes les questions que je veux à qui je veux. Euh, donc dur d'en trouver une. Ah, Il y, a Oh, il y a quand même des gens qui doivent pas être vraiment accessibles. J'imagine que si tu veux demander quelque chose à Elon Musk, je suis pas sûr qu'il te répondrait. Pourquoi on pas? fait le Ou pari. pas. Mais, non, honnêtement, là comme ça, je sais pas. Alors on peut faire. Si elle j'irais demander à l'ex-patron d'Instagram quelles sont ses meilleures adresses de café parce que je sais que c'est un fou furieux. Bah, très, très bonne question, je suppose. Génial. Et enfin, notre dernière question, est-ce il y a un ou des entrepreneurs que tu aimerais voir participer au podcast La Voix de l'entrepreneur? Bon, bah écoute, Elon Musk, ça serait trop cool, hein, t'en parles. Franchement, avec grand bonheur. Ouais. Ah ouais, Oh, ouais, bah, carrément. on va essayer de On l'appeler. espère. Trop bien. Sébastien, merci, merci beaucoup d'avoir été à notre micro. Vraiment, quel enrichissement d'écouter toutes tes histoires et tous tes conseils. Franchement, on a passé un super moment. On espère que les auditeurs de La Voix de l'entrepreneur aussi, et que voilà, toi aussi, tu as aimé être avec nous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, bah juste faites-vous plaisir, entreprenez, c'est super cool. Et si vous voulez savoir où bosser pour entreprendre, bah, regardez ma carte sur Mapster. Euh, Username, c'est Seb, donc c'est facile. Donc téléchargez Mapster, suivez-moi, et il y aura plein d'adresses de café très très cool pour aller bosser. Et bah voilà qui est fait. Merci beaucoup, Seb. Merci, Raph, Merci évidemment, pour ce infiniment. super épisode. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers auditeurs. C'est surtout grâce à vous, voilà, que la voix de l'entrepreneur prend son envol petit à petit. Voilà, on espère que ça vous a plu.
Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de streaming, à commenter, à mettre des avis. Voilà, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, on est un peu de partout. Et puis rejoignez-nous vraiment sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, La Voix de l'entrepreneur, on met plein de contenu hyper sympa. Et puis on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. Et puis un tout nouvel invité, comme d'habitude, avec plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, merci beaucoup, salut à tous.